tellement sur de gros montants que même si je perdais 10 000 euros, je le verrais pas. Tu le sais, j'ai une Lambo, j'ai une Rolls, j'ai plus de maisons que je n'ai de doigts sur ma main. Un jour, McDonald's m'a appelé. Voilà, on veut faire de la pub pour les Happy Meal. Combien? Moi, j'étais encore un étudiant à ce moment-là. Voilà, je vous propose 1 000 euros par jour. En pensant vraiment dans ma tête qu'ils allaient dire non. Mais eux, ils ont fait tout l'inverse. Ok, on prend pour un an. Donc, je passe d'un étudiant qui gagne 0 à 1 000 euros par jour, 30 000 euros par mois, 365 000 euros par an. Et là, ma façon de penser a changé un petit peu. Estimé, penserait quoi, à 50 millions, 70 millions? Ouais, non, plus que ça. T'as plus de 100 millions. Largement. Salut Gabriel. Salut. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Magnifique, en pleine forme. Bon, ça me fait plaisir de t'avoir ici. En ce moment, en plus, tu as fait pas mal d'interviews. Oui. Donc, ça va être un challenge pour moi de te poser des questions que personne ne t'a encore posées. Mais j'en ai trouvé pas mal. Je suis prêt. Et moi, je tenais aussi à te dire que l'un de tes podcasts, enfin, moi, j'ai regardé tes podcasts et je les aime beaucoup. Donc, venir à un de tes podcasts, c'est vraiment un honneur. Donc, merci à toi. Franchement, ça fait plaisir. Avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté mon invitation. On va rendre honneur à ta présence donc aujourd'hui. On va essayer. Et on va essayer de marquer l'histoire, de marquer ton histoire avec cette interview parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Aujourd'hui, Gab, moi, on en parlait il y a quelques instants. Bon, on se connaît aussi dans le privé, dans d'autres cadres, dans d'autres sphères, parce qu'on habite tous les deux à Dubaï, on a plus ou moins le même cercle entrepreneurial d'amis, etc. Et tu vois, avec ton associé Maxime, vous avez tout de suite marqué mon esprit lorsque vous avez commencé à être présent sur les réseaux, là où vous avez fait ce que personne n'a fait jusqu'ici, ou en tout cas personne à ma connaissance n'a fait jusqu'ici dans le monde francophone, des entrepreneurs, des e-commerçants présents sur la place, c'est que vous avez montré pendant plusieurs semaines consécutives, plusieurs mois consécutifs, vos résultats en toute transparence. Et attention, on ne parle pas de résultats de quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'euros par semaine, on parle de centaines de milliers d'euros par semaine, on parle de millions d'euros par mois encaissés, avec des très belles marges, au point même où vous êtes allé chatouiller, titiller des gros mastodontes comme Amazon. C'est vrai. Vous êtes les deux francophones, je ne vais pas dire français parce que vous êtes belge. C'est ça. Mais ils l'ont reconnu à l'accent, je pense. Hein. C'est ça. Et on va en parler justement de cette histoire, de ce début, à être allé sur scène aux États-Unis, chercher auprès de Russell Brunson, le fondateur de ClickFunnels, le 2 tout comme un X, donc pour les 20 millions de dollars encaissés avec un funnel au travers de tout ça, donc au travers de la vente de e-commerce. Et c'est important de le spécifier, e-commerce, dropshipping, peu importe, mais ce n'est pas de la vente de services ou de formation. Non. Et voilà, de par ces scores, de par ces chiffres, on parle de plusieurs dizaines de millions encaissés sur toute ta carrière, votre carrière, car vous êtes deux depuis maintenant... de belle lurette. Depuis 2008. Depuis 2008, c'est assez incroyable, 15 ans. Donc justement, après cette petite intro rapide, est-ce que tu veux bien te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Puis ensuite, j'ai un florilège de questions à te poser. Oui, donc on va faire simple. Donc moi, je m'appelle Gabriel. Donc moi, j'ai commencé dans l'Internet quand j'avais 13 ans avec un site de Pokémon. Donc j'y suis tombé. Donc c'était le 23/9/2000. On est en 2023, donc ça fait 23 ans que je travaille dans l'Internet. Alors, l'Internet, ça varie beaucoup. J'ai une agence de publicité, j'ai des sites Internet que je gérais moi-même. J'ai été aussi dans l'e-commerce et j'y suis toujours. Et on a fait aussi de la formation, donc ça varie beaucoup. Maintenant, tu vas me dire, en 23 ans, tu bouges, donc fatalement. Mais donc voilà, disons que s'il y a une nouvelle technologie qui arrive sur Internet ou une nouvelle opportunité, je vais toujours avoir cette soif d'apprendre et de lancer. Et soit ça marche, tant mieux, ça me fait des millions. Soit ça ne marche pas, j'apprends de mes échecs et je passe au next step, au prochain projet, ou alors j'améliore simplement. Magnifique. 13 ans, tu démarres sur Internet. Ouais. Donc déjà, démarrer à 13 ans, c'est une chose. Ouais. Démarrer sur Internet en 2000, c'en est une autre. C'en est une autre. Il n'y avait pas ADSL encore. Il n'y avait même pas ADSL. C'était l'ISDN. C'est incroyable, tu vois, c'est incroyable. Et justement, qu'est-ce qui fait c'est quoi les circonstances dans ta vie qui fait que 1, tu démarres à 13 ans et 2, tu démarres sur Internet? Oui, alors je ne vais pas faire du bullshit comme beaucoup le font. Donc je ne vais pas te dire j'avais cette envie entrepreneuriale à 13 ans. C'est moyen. Je veux dire que quand tu as un enfant, tu penses à jouer. Enfin, j'étais un adolescent. Non, en fait, ça s'est passé que j'avais raté à l'école. Enfin, je n'avais pas raté, mais j'avais une seconde cesse. Donc ça veut dire que je n'avais pas réussi mes examens du premier coup. Et ma maman, qui elle, par contre, est une entrepreneuse, elle a dit, tu ne vas pas glander tes vacances, jamais de la vie. Parce que
En Belgique, tu as 2 mois et demi de vacances, que tu es réussi ou que tu n'es pas réussi. Donc même si je vais étudier ma seconde cesse, ma maman m'a dit, tu vas étudier ta seconde cesse, ça c'est une chose, donc tu vas réussir ton année, mais tes vacances, tu les oublies. Donc elle m'a acheté un livre. Alors pourquoi elle l'a acheté en 2000 ? C'est incroyable, ça j'en sais pas. À mon avis, elle a peut-être pris par hasard, mais elle est revenue avec un livre qui s'appelait Comment créer son site web. Elle a dit, tu vas le lire, tu crées un site internet et tu te démerdes. Je m'en fous, je veux pas te voir glander. J'ai fait OK. Elle m'a dit, tu trouves vraiment un domaine. C'était les Pokémon. En 2000, c'était vraiment la Pokémania. J'avais 13 ans, j'étais un fan de Pokémon, puis je me suis dit, je vais faire un site sur les Pokémon. Donc ça a démarré comme ça en fait. Et c'est en créant ce site-là que j'ai adoré, ça m'a vraiment plu, cet esprit de créer en fait. J'aimais bien créer, mais à cet âge-là, tu ne penses pas à faire de l'argent. Donc je ne vais pas te dire, oui, j'ai lancé des sites internet pour faire de l'argent. Non, j'ai fait un site internet parce que ma maman m'a puni. J'ai kiffé, j'ai continué. Et après, en ayant continué, j'ai eu la chance de gagner de l'argent avec. Ouais, on va en parler de ce phase Pokémon parce que tu sais, pour la petite anecdote, on était il y a de ça moins d'une année, quelques mois en Estonie ensemble, dans le cadre d'un séminaire. Ouais. Et à un moment donné, je fais une photo ou je sais plus pourquoi. Je reçois un message. Voilà, je reçois un message d'un ami proche avec qui j'étais associé et il me dit waouh, t'es avec Gab du site Pokémon, etc. Et je dis ouais, pour moi Gab c'est juste un e-commerçant qui explose tous les scores, etc. Non, fais un selfie s'il te plaît, j'adorais son site, c'est incroyable. Et en fait, le gars en question a lui aussi, c'était le fondateur de Pokémon Go France, où il a eu des millions et des millions d'internautes également. Et il me dit, je connais toute l'histoire de Gab, j'adore son site, c'est une des personnes qui m'a motivé à créer le site et tout. Demande-lui de te raconter l'histoire du site. Et tu m'as raconté l'histoire du site et c'est assez invraisemblable, c'est incroyable, les scores, les chiffres. Raconte-nous cette histoire. En fait, au niveau chiffres, c'est un site où on retourne dans les années 2000 qui a tapé 50 000 visiteurs par jour à son pic. Donc c'est énorme parce qu'il n'y avait pas de smartphone. Donc il faut se remettre dans le contexte. C'est des gens qui allument leur PC, qui tapent le nom de ton site, etc. et qui arrivent sur ton site. Bon, à cette époque-là, si tu voulais percer avec un site, tu devais être très fort en référencement. Donc moi, j'avais étudié tout le SEO comme un malade et surtout… À 13 ans, quoi. Non, pas à 13 ans. Là, tu fais ton site internet, tu regardes un peu les concurrents, mais à 13 ans, tu n'as pas cette fibre-là. Mais après, quand tu vois que ton site fait 5 000 6 000 visiteurs, tu dis, mais comment je peux arriver à 50 000 Donc le SEO, je l'ai vraiment bien maîtrisé à partir de 2003. Donc j'avais 16 ans. D'accord, Donc il faut un peu de temps. Maintenant, comme je te disais, c'est vraiment parti du hasard. C'est pas que je vais te dire que j'avais cette fibre-là à l'entrée de jeu. J'étais juste un fan de Pokémon, j'ai créé le site. Mais surtout, et je pense que c'est ce qui m'a fait tout déchirer dans l'e-commerce, c'est qu'en fait, moi, qu'est-ce qui fait que mes sites sont gros à l'heure actuelle, mon e-commerce, c'est que je lance beaucoup de produits de manière qualité. Qu'est-ce qui a fait que mon site Pokémon a déchiré les autres ? Enfin, il était dans le top 3, il a même été numéro 1 à un moment donné. C'est que mes news Pokémon étaient tellement bien travaillées, mais qu'elle ressortait que les gens venaient sur mon site internet en me disant « je vais voir les news de Puissance Pokémon ». J'ai fait en fait la même façon de travailler, je l'ai remise dans mes boutiques en faisant les plus belles fiches possibles, en étant régulier. Les gens, à l'heure actuelle, dans l'e-commerce, ils peuvent faire 1, 2, 3, 4 fiches produits, il n'y a pas de souci avec ça. Mais en lancer 18 par semaine ou 19 par semaine et de garder cette constance de dire « je veux trouver le bon produit, je veux les bonnes images, je veux le bon texte, etc. » Mais les gens, ils abandonnent parce que ça ne les fait pas kiffer. Mais moi, comme j'ai fait pendant des années avec des news Pokémon, en fait, faire une fiche produit ou faire une news Pokémon, une astuce Pokémon, pour moi, c'est la même chose. Et comme j'ai été drillé pendant des années à faire des news Pokémon, moi, arriver sur le marché et faire de l'e-commerce de la même façon, je l'ai fait. Et encore à l'heure actuelle, je fais toujours des fiches produits. Ça ne me dérange pas de le faire. Ouais. Tu mets en exergue un point extrêmement important pour la plupart des entrepreneurs, c'est cette recherche de qualité et cette volonté d'excellence de faire bien les choses, que ce soit dans tes fiches produits telles que tu l'évoques, dans la qualité de tes produits ou dans la qualité de tes news Pokémon pour le site du passé. D'où ça te vient justement cette recherche d'excellence, cette volonté de bien faire les choses, parce que même si les gens savent que c'est important, je dirais même savent que c'est essentiel, surtout dans un marché aussi complexe que celui d'aujourd'hui, que ce soit de la prestation, de la formation, du produit digital, physique, peu importe, mais ils ne font pas cet effort de réellement vouloir faire de la qualité, tu vois. Et moi, je fais partie de ceux où je ne suis pas là pour faire. Si je fais quelque chose, je le fais parce que je veux être le meilleur, je veux faire en sorte que ce soit excellent et c'est comme ça que tu peux avoir des grands résultats. D'où ça te vient, cette fibre et cet état d'esprit de tout de suite, parce qu'à l'époque, tu vois, tu as 15, 16, 17 ans et malgré ça, tu fais quand même très bien les choses et tu as compris ce point-là. Alors là, ce n'est pas venu de moi non plus à la base. Il y avait un site quand j'ai commencé. Donc moi, mon premier site, c'était Pokégab qui est devenu Puissance Pokémon par la suite.
Mais il y en avait un énorme site à l'époque qui s'appelait Pokélord, qui est devenu Pokémon-France.com. Si les gens veulent aller voir, il existe toujours. Il est moins à jour que maintenant, mais il existe toujours. Le gars qui avait fait ce site-là en 2000 était exceptionnel. Lui était vraiment dans la qualité, non-stop. Mais quand je te dis qu'il faisait de la qualité, c'est que même 20 ans après, je m'en souviens encore. Même si... Et la seule façon pour moi de rester sur le marché ou de réussir, parce que moi, je suis arrivé avec un site de Pokémon, je voulais juste être numéro 1. À cet âge-là, tu veux être numéro 1. Pas avec l'argent, tu te dis comment je peux avoir le plus grand site de Pokémon. Et pour moi, le dépasser, je vais faire de la même qualité. Donc moi, la seule faiblesse que j'avais vue chez lui, c'est qu'il faisait de la qualité, mais qu'il postait un peu moins de news. Donc il en postait, je pense, une tous les 3 jours. Et moi, je suis arrivé avec la même qualité que lui. Ça n'a pas été évident de le faire parce qu'il était exceptionnel et de faire une news par jour. C'est comme ça. Mais en fait, c'est le marché qui m'a obligé à faire de la qualité d'entrée de jeu. Donc en fait, moi, quand j'ai commencé l'e-commerce, je suis arrivé avec mon background des Pokémon qui me demandait cette qualité-là. Et donc, en fait, je ne me suis pas posé de questions de regarder ce que faisaient les concurrents à la base dans le dropshipping ou dans l'e-com, parce que moi, je savais que le monde des Pokémon, vraiment dans l'univers des Pokémon, dans les sites internet, c'est l'une des meilleures qualités au monde. C'était incroyable la qualité que ça balançait là-dedans. Ça a explosé quasiment tous les autres domaines, que ce soit les Digimon, le marché Nintendo. Le Pokémon était beaucoup plus quali. Et donc pour moi, pour être numéro 1, numéro 2, numéro 3, j'avais pas d'autre choix que d'avoir une qualité qui était très bonne. Sinon, j'aurais pas pu rester. À cet âge-là, pour atteindre ce niveau d'excellence, ça demande donc beaucoup d'implication, beaucoup de travail. Est-ce que tu avais constitué une équipe autour de toi ou tu étais seul? Non, au début, tu commences tout seul, mais il n'y a pas de gens qui restent tout seuls dans ces sites internet. C'est très compliqué. Les gens pensent à un blog, mais en fait, ce n'est pas des blogs des sites internet, c'était vraiment des sites qui étaient développés en PHP, HTML. On retourne vraiment dans longtemps. Donc, tu as besoin d'un développeur. 2, tu n'avais pas de serveur en clouding, ça n'existait pas. Donc, tu avais besoin d'un administrateur serveur. Donc, ça, c'est rien que pour la partie technique. Ensuite, l'univers des Pokémon, il y a énormément de choses. Il y a l'animé, il y a les cartes, il y a le jeu vidéo, il y a les goodies. Tu ne peux pas tout faire tout seul. Impossible. Donc, en fait, par la force des choses, tu as besoin d'avoir une équipe autour de toi. Mais c'est pas que tu commences à dire « je recrute ». Ça marche pas comme ça. Tu as 13 ans, 14 ans. Il faut revenir dans le passé. C'est pas quand les gens disent « oui, j'ai 13 ans, je recrute des gens ». Non. C'est juste des gens qui regardent le travail que tu fais en Pokémon. Ils te contactent par email. Ils disent « voilà, Gabriel, je vois que tu fais les news sur les jeux vidéo des Pokémon. Moi, je suis un fan de cartes. Est-ce que je peux intégrer ton équipe et qu'on fasse quelque chose ensemble ?» Mais tu parles qu'à des adolescents, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien, c'est juste le fait d'être tous dans la même passion, d'être dans une même équipe et de partir ensemble. Donc oui, par la force des choses, j'ai créé des équipes. Est-ce que moi, je suis arrivé avec ça? Non, c'est en fait la continuité des choses. Mais en fait, la continuité, elle est venue que je faisais mon site Pokémon tout seul pendant 6-7 mois et que les gens ils aimaient bien ce que je faisais, que les gens m'ont contacté. Et voilà, moi, je peux faire les cartes, moi, je peux m'occuper de l'animé. On a même une zone image à un moment donné où on répertoriait toutes les plus belles images de Pokémon. Et en fait, tout ça fait qu'à un moment donné, tu as des équipes, mais ça n'avait pas commencé comme ça. C'est assez incroyable parce que du coup, effectivement, on pourrait se dire, attends, le gars, 13, 14, 15 ans, il est déjà manager, il a une équipe, il a recruté des gens, il paye des gens, comment il fait? Mais finalement, c'est vrai, quand on remet dans le contexte et qu'on se repositionne, c'est juste un jeune passionné qui a créé un site qui est à fond dans son truc, qui du coup a des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de lecteurs tous les mois sur son site, qui vont eux aussi vouloir contribuer car ils sont passionnés. Et du coup, voilà, on crée une équipe comme une bande de potes qui veulent partager et contribuer. Ouais, non, c'est ça. Par exemple, on allait à des tournois. J'ai organisé des tournois IRL, donc des vrais. Par exemple, dans les Grands Prix à Mons, donc c'était un énorme shopping mall, donc un centre commercial. On a ramené quand même 30 000 personnes dedans, 30 000 fans de Pokémon. C'était en 2008. Ouais. Et c'est toute mon équipe qui était venue. Donc tous les bénévoles, ils étaient tous venus pour m'aider, quoi. Donc il y avait le tournoi de jeux vidéo, on avait fait un tournoi de cartes, on avait fait des stands avec le Prince de Lion où les gens pouvaient dessiner des Pokémon. On avait fait vraiment un gros truc, 30 000 personnes en une journée. On avait fait le record d'audience à l'époque, parce que bon, t'as de 2008, donc maintenant je connais plus les chiffres, mais à l'époque c'était le record d'audience du centre commercial hors solde. Ouais. Donc c'était énorme. Donc on avait eu les cinémas qui nous avaient suivis, les bus qui nous avaient suivis avec les pancartes, des pubs, etc. Donc on avait vraiment un engouement. Et là, pareil, quand j'y repense maintenant, on n'avait payé personne. C'était incroyable. Même Nintendo nous avait suivis, nous avait donné les bornes. On avait présenté la Wii Fit, pour ceux qui connaissent, en exclusivité mondiale. Donc on avait fait vraiment un gros truc à l'époque, mais il n'y avait pas d'argent, quoi. Ça, c'était vraiment back in the day, c'était incroyable. Tout le monde sur cette passion commune, on va créer des choses ensemble. Et en fait, pourquoi les gens y suivaient? Mais parce que Pokémon crée des événements irréel. Il faut savoir qu'à l'école, quand tu as 16-18 ans, parce que moi j'ai toujours pensé qu'à la base des fans de Pokémon ils avaient 12-13 ans, mais en fait les vrais fans de Pokémon ils ont entre 16 et 25 ans, et ça les gens ils l'oublient. Mais à cette époque là, quand tu vas à l'école,
tu vas pas dire à 18 ans, ouais, moi je suis un fan de Pokémon, t'oses pas, tu vas te faire charrier par les gens. Et donc en fait, sans le savoir, on crée ces événements, tous ces gens qui avaient la même passion commune avaient l'opportunité de se rencontrer. Et donc c'est ça qui a fait que ça a bien marché. Mais encore une fois, j'avais pas fait un événement de Pokémon à la base pour faire de l'argent, même si ça m'a en amené d'une façon indirecte. Mais c'est le fait d'avoir rassemblé les gens. Et là aussi, tu te retrouves à gérer des équipes, alors qu'à l'époque, tu t'es jamais dit je vais devenir manager, tu vois. Non, jamais. Ouais, clairement. IRL, pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire in real life. C'est dans la vie réelle. Justement, c'est un terme beaucoup utilisé dans le monde du jeu vidéo. Ouais. Donc, c'est assez dingue. Et bravo pour ça, hein. Franchement, c'est une superbe expérience. Ouais. Même bon si endroit, tu as bon l'impression moment. que ça s'est fait justement naturellement, etc. Et justement, à partir de quand tu te rends compte que finalement, toute cette visibilité, tout ce site, on peut en créer un business, on peut commencer à le monétiser. Cœur de la chance. Enfin, je vais pas te dire, en fait, la chance, tu l'as créée quelque part, parce que ça a fait d'avoir gardé mon site pendant 4-5 ans, d'en avoir fait de la pure passion. C'est qu'un jour, McDonald's m'a appelé, parce que j'avais un site pour les enfants. Parce que à l'époque, oui, les gens qui vont voir ton site, c'est plus les enfants pour les news, etc. Mais les gens qui jouent en stratégie Pokémon, c'est plus des gens adultes. Ouais. Donc j'avais vraiment une audience qui était aussi basée pour les enfants. Et McDo est venu, on dit voilà, on va faire de la pub pour les Happy Meal. Combien? Mais on retourne en 2004. Hein. Je ne sais pas si tu t'imagines, 2004, il n'y a pas d'iPhone, etc. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, j'étais encore un étudiant à ce moment-là. Moi, la première chose que je fais, c'est que je contacte Maxime, qui est mon associé maintenant, mais que je connais depuis qu'on a 4 ans. Donc, on se connaît depuis qu'on est enfant. Et je lui dis, voilà, moi, j'ai McDo qui veut faire de la pub. Combien je leur demande? Et Max, il m'a dit en rigolant, demande-leur 1 000 € par jour. Parce que de toute façon, au pire de tout, vu qu'ils t'ont contacté, ils vont te faire une contre-offre. Et en fait, je recontacte McDo et je dis, voilà, à McDo, voilà, je vous propose 1 000 € par jour, en pensant vraiment dans ma tête qu'ils allaient dire non. Mais eux, ils ont fait tout l'inverse. 1 000 € par jour? Oui. Sur votre site de Pokémon, on fait un habillage publicitaire chez vous? Oui. Ok, on prend pour 1 an. 1 an. Donc, je passe d'un étudiant qui gagne 0 à 1 000 € par jour, 30 000 € par mois, 365 000 € par an. Et là, j'ai compris qu'on pouvait gagner de l'argent. Et là, ma façon de penser a changé un petit peu. C'est que je me suis dit, oui, il y a de la passion, mais oui, on peut en vivre. Et ça, à l'époque, en 2004, personne n'aurait pu penser qu'on pouvait gagner de l'argent avec Internet. Ou du moins, pas en France. Et ce déclic finalement que ça crée chez toi en te disant waouh, c'est pas juste de la passion, on peut clairement en créer un business. Quelles sont les réflexions ensuite qui découlent? Est-ce qu'après derrière tu crées d'autres opportunités? Ouais. Si oui, lesquelles? Ouais, donc en fait, la première chose, c'est Maxime m'a dit ok, tu as eu McDo qui a acheté ce qu'on appelle un side skin, donc c'est un habillage publicitaire, donc c'est ton site devient aux couleurs de la marque, mais pas les encarts publicitaires. Donc les encarts, on parle des display ads, donc du 300 par 250, etc. Donc Maxime m'a dit si McDo achète chez toi, il y a d'autres marques qui seraient potentiellement intéressées. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a commencé à contacter des Konami, par exemple, qui était un éditeur de jeux vidéo, Toy Story. Ça a l'air bête, mais à l'époque, il y avait les Toy Story 3, etc. Fanta, même l'équipe de France, on a contacté parce qu'ils étaient avec Citroën, etc. Donc c'est toi qui les contactais? Allez, au début, oui. Au début, oui, parce que c'était pas connu. Donc tu fais de la prospection? Oui, purement. Mais c'est Max qui l'a fait. C'est même pas moi, c'est Max qui m'a dit écoute, moi je vais te les contacter, etc. Et c'est là il voit le potentiel, il te dit let's go. 1 000 € par jour, clairement, avec un habillage publicitaire, tu dis même si on vend les encarts, donc lui il a compris directement. Donc lui il a commencé à les démarcher. On a eu beaucoup de refus au début parce que c'était pas courant. Donc comment on les a démarchés, ça avait l'air très bête. On allait dans des événements de jeux vidéo, donc on a fait la Paris Games Week. Je sais pas si ça existe encore. Paris Games Week, ça existe encore. Ouais. Ok, le Micromania Game Show, on a fait aussi. Je sais pas si ça existe encore. Et en fait, tu contactes. En fait, comme tu as tous les éditeurs de jeux vidéo qui sont là, toi tu vas là et toi tu présentes ton site. Et on a même eu des stands à un moment donné là-bas, c'était marrant. Et en fait, tu prends des contacts parce que c'est tous les managers qui s'occupent des éditeurs et comme ça. Et en fait, de fil en aiguille, tu te retrouves un peu dans leur portefeuille. Et en fait, à chaque sortie de jeu, ils te contactent, etc. Et ce qui a fait qu'on a commencé à gagner de l'argent comme ça, ouais. Magnifique. Et à ce moment-là, donc, tu demandes conseil à Maxime. Tu dis que ça fait donc depuis l'âge de 4 ans que tu le connais. Encore aujourd'hui, vous êtes associés, vous bossez ensemble, vous vivez presque ensemble parce que vous avez 2 maisons côte à côte. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que vous faites un superbe duo. Et je trouve ça vraiment super intéressant, fascinant lorsque vous avez commencé aussi à être visible. On en parlera de cette phase où tu as été visible, 2 ans d'arrêt, maintenant tu reviens. Vous étiez aussi tous les deux visibles. Ouais.
à ce moment-là, lui faisait déjà du business en parallèle ou qu'est-ce qui Non. fait qu'il avait cette maturité et ce raisonnement de se dire il y a du potentiel, 1000 euros par jour, Ouais. propose-leur, etc. Ouais. Alors Maxime, c'est quelqu'un, tu sais, beaucoup de gens rigolaient de mes Pokémon quand j'étais plus jeune, parce que c'est normal, t'es étudiant, etc. Maxime, non, il a dit, waouh, il a quand même construit quelque chose de dingue. Donc lui, au lieu d'en rigoler, il a commencé à s'intéresser. Il a regardé toutes mes faiblesses. Donc quand je te dis qu'il a regardé mes faiblesses, moi j'étais plus le gars, j'étais dans les news et j'étais beaucoup plus introverti à l'époque. Donc maintenant les gens pourraient dire, ah, Gab, introverti, oui, à cette époque-là je l'étais. Lui non, lui était quelqu'un qui savait parler posément. Et aussi, il était très bon en design. Donc en fait, il a regardé toutes mes faiblesses et il les a comblées par lui-même. Donc trouver des contrats, faire les designs. Donc en fait, ce qu'il a fait même pour les habillages publicitaires pour mes sites internet, à la base, on a vu un problème, c'est que les marques n'étaient pas prêtes à faire un habillage que pour nous. Parce que même si tu fais 50 000 visiteurs par jour, tu es trop petit à l'époque. Tu es un média qui est de masse pour les enfants, mais tu restes quand même plus petit qu'un msn.com ou des choses comme ça. Donc en fait, Max, il a été trouver les annonceurs en leur proposant des maquettes, des habillages lui-même. Donc en fait, il avait mâché tout le boulot. Donc en fait, il avait trouvé toutes les faiblesses. Et à la base, il touchait rien d'ailleurs. Tu dois le savoir, sur mon site Pokémon, il n'a jamais rien touché. Pas un euro, mais il était passionné par ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, voilà, Gab, j'ai trouvé ça. Et après, moi, je l'ai aidé à faire un site. Ok. Sur une autre thématique. Lui, c'était sur les sports de combat, parce qu'il faisait des sports de combat. Et en fait, c'est parti comme ça. Donc, il n'est pas arrivé en demandant de l'argent. Il est arrivé pour apprendre, avoir mes faiblesses. Et derrière, moi, je crée le même site de Pokémon. Je lui ai donné toute ma technologie pour qu'il puisse le faire en sport de combat, tout simplement. Donc, c'est parti comme ça. Magnifique. Ouais. On reviendra peut-être sur cette histoire de site de Pokémon, de la monétisation, de tout ça. Mais aujourd'hui, pour donner du cadre et du contexte aussi à ceux qui nous écoutent et pour qu'ils se rendent compte du chemin parcouru, est-ce que tu as été en capacité jusqu'ici de chiffrer le chiffre d'affaires global cumulé que vous avez été en capacité de générer avec Internet? Non. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'à un moment donné, quand tu atteins un certain nombre, tu ne regardes plus. Okay. Ça a l'air bête comme ça, mais je ne regarde pas, entre guillemets, ce que je gagne parce que j'ai rien à me... je me refuse à rien, tu vois. Okay. Donc, tu le sais, j'ai une Lambo, j'ai une Rolls, j'ai plus de maisons que je n'ai de doigts sur ma main et des maisons de valeur, etc. J'ai pas de prêt bancaire, rien. J'ai jamais fait un prêt à la banque. Donc, moi, je regarde pas. Et à un moment donné, toutes les personnes qui gagnent vraiment beaucoup d'argent vont plus savoir chiffrer combien ils gagnent. C'est vraiment une réalité que je te donne. Pourquoi? Parce que tu joues tellement sur de gros montants que même si je perdais 10 000 euros, je ne le verrais pas. Je le verrais pas. Par contre, par exemple, et tu as aussi des périodes où tu gagnes beaucoup d'argent. Par exemple, le Black Friday, pour moi, c'est quelque chose qui est énorme. C'est une préparation marketing qui me prend 1 mois et demi avec toutes mes équipes. On est tous à fond dessus. Puis tu as des périodes un peu plus calmes, comme, même si on en parle, on dit juillet. C'est plus calme parce que les gens partent en vacances, mais tu as les soldes. Mais les annonceurs achètent moins. Donc, le prix est moins cher. Donc, je ne peux pas te dire exactement combien on gagne parce que parfois, tu as ton chiffre d'affaires qui descend, mais tes marges sont meilleures. Et parfois, tu as ton chiffre d'affaires qui monte, mais ta marge, elle descend. Et j'ai arrêté de regarder. Honnêtement, moi, la seule chose que je peux te dire, c'est que je regarde mon compte en banque le premier du mois et je regarde mon compte en banque le premier de l'autre mois. Si je vois qu'il est monté, c'est parfait. Okay. C'est que comme ça. Donc, je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui font de la compta ultra minutieuse. Ce n'est pas mon cas. Parce que pour moi, c'est un travail qui est chronophage. Par contre, dans les projets qui peuvent gagner de l'argent, là, je fonte. Ok. Voilà. En termes de chiffre d'affaires, si tu devais quand même estimer pour qu'on se rende compte, parce que je vois un petit peu la chose, mais on serait quoi, à 50 millions, 70 millions, 100 par mois millions? Non, cumulé. En cumulé depuis que j'ai commencé? Ouais, non, plus que ça. Plus que ça, parce que rien que les trophées ClickFunnels, on a pris 20 millions, c'était sur du monoproduit. C'était même pas sur mes boutiques. Ok. Non, t'as bien plus que ça. Mais c'est du chiffre d'affaires, encore une fois, c'est pas du bénéfice, attention. Ouais. Donc, non, depuis que j'ai commencé ma carrière, j'ai commencé à gagner de l'argent en 2004, on est en 2023, t'as plus de 100 millions. Largement. Ok. Ouais. Et tu fais bien de faire la distinction chiffre d'affaires, marge. Si on parle d'aujourd'hui, en moyenne, lycée sur 12 mois, juste sur la partie e-commerce, je sais que tu as beaucoup d'investissements, il y a d'autres activités, tu développes pas mal de choses, etc. Tu as su te diversifier, mais tout en restant quand même assez focus et sur vos forces. Et ça, c'est une bonne chose. E-commerce, c'est combien de chiffres d'affaires lissés sur l'année et quel type de marge? Alors, la marge, c'est, je dirais, du 20 à 30%. Okay. Ça dépend aussi du coût de ta pub. C'est une bête chose, mais par exemple, moi, il y a quelques mois, j'en parlais même avec certains entrepreneurs et ils disaient le marché de la pub chez Google, il est monté sec. C'est vrai, il était monté pour une raison qu'on ignore toujours. On était monté quand même à
quasiment 40 cents du clic, ce qui est énorme. Moi, pour avoir une très bonne rentabilité, je dois être à, je dirais, 24-25 cents du clic. 28, je suis bon, mais 24-25. Donc à 40 cents, on ne marchait plus du tout. Donc j'ai dû revoir toutes mes stratégies chez Google, j'ai dû avoir des calls avec mes account managers, etc. pour qu'on revoie de pourquoi, du comment. Et là, on a rattrapé. Donc il faut faire attention, le chiffre d'affaires, c'est une chose, mais ce qui reste vraiment dans ton portefeuille, on a une autre. Donc moi, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « Ouais, Gabriel, je fais 50 millions par mois de chiffre d'affaires ou même 50 millions par an », si tu as une marge qui est de 5%, c'est beaucoup moins. Moi, je préférais, par exemple, faire peut-être 25 millions, 30 millions par an avec 40% de chiffre de marge. Donc ça, il faut faire attention à ça, ouais. C'est ce que vous faites aujourd'hui, plus ou moins? Non, 20 à 30%, en sachant... C'est très délicat, parce que, je vais te dire, j'ai une acquisition sur Google, d'accord? Ouais. Ou sur Facebook Ads, ça me coûte X. Mais derrière, moi, j'ai quand même mes emailing qui tournent, j'ai mes événements qui tournent. Donc, en fait, moi, j'ai quelqu'un qui a acheté chez moi, peut encore acheter dans 3 mois. Ouais. Donc, c'est en fait la lifetime value d'un client, c'est bête à dire, je ne l'ai jamais calculé. Okay. Je ne vais pas te mentir. Les gens disent le calcul, etc. Non, parce que si je suis rentable à l'instant T, ben je sais que dans 3 mois sur ce client-là, je serai au pire toujours rentable vu qu'il ne me coûte plus rien et qu'il rachète. Donc c'est pour ça que je te dis que moi, je ne suis pas quelqu'un qui va calculer la lifetime value. Si sur des abonnements, des choses comme ça je la regarde. Par exemple, quelqu'un qui qui prend un abonnement sur nos stores, par exemple, il reste 10 à 11 mois. Mais je ne l'ai pas calculé dans mes achats publicitaires. Toi, ce que tu regardes, c'est ce qui m'est rentable tout de suite en acquisition directe. Oui, parce que si tu es rentable à l'instant T en sachant que tu as mis plein de stratégies qui seront plus long terme, tu sais très bien que tu vas gagner beaucoup. Ouais. Ça ne change plus rien avec ton coût, il a été fait quand tu as fait ton acquisition. Donc c'est pour ça. Pourquoi à l'époque je calculais? Quand c'est un store, 2 stores, ça va. Mais quand tu as plusieurs stores, plus tes landing pages, plus tous tes business qui tournent à droite à gauche, je passe plus de temps à calculer qu'à lancer des projets. Et au final, je lance. Ouais, je vois. Aujourd'hui, parce que j'ai 2-3 questions aussi sur la pub, qui est votre puissance, qui est votre force, vraiment, qui est votre zone de génie. Tu dépenses combien par mois en moyenne en pub sur des régies? Alors, pour Google, entre 2 et 5 millions, rien que Google. Okay. Rien que Google. Alors ça, je vais te le dire parce que là, c'est une petite pépite que je te donne. Tu as beaucoup de gens qui disent « Ouais, je fais partie du top 5 Google, etc. » Ok. Si tu veux savoir si le gars est bon ou pas, c'est très simple. Tu lui dis « Alors ça va, tu dépenses en carte, il n'y a pas de souci sur Google. » S'il te dit oui, tu sais que c'est un menteur. Parce que Google, à partir de plus de 1 million par mois de dépenses, ne t'autorise plus à dépenser en carte. En fait, ils t'envoient une facture en fin de mois et tu dois la payer en virement bancaire. Et je peux te dire, ça ne m'a pas arrangé parce que moi, j'avais du cashback avec American Express et à cette époque-là, ils ont changé la règle il y a 1 an maintenant. Je dépensais tout en carte et j'avais plein de points partout. Je savais aller dans les hôtels, business class, j'avais tout. J'avais des millions de points. Je me souviens, tu passais tous tes week-ends dans les hôtels et tout. Ouais. Et Google m'a dit non, on ne peut plus le faire maintenant. Donc, si tu as un gars qui dit qu'il dépense plus d'1 million d'euros par mois de chiffre d'affaires, en pub, pardon, et qui te dit je dépense en carte, il ment. C'est tout. Ouais. Et quand, comme vous dépensez entre 2 et 5 millions sur Google par mois, que sur Google, ouais. C'est quoi les leçons que tu pourrais partager en termes de media buying qui sont vraiment des no-brainers, des élémentaires que cette expérience t'a offert? Ouais, alors l'algo change tout le temps. Alors moi, je suis expert Google. Les gens me demandent exactement, Gabriel, tu délègues à quelle agence? Jamais. Et je vais même te dire, j'étais à un moment donné un peu trop lent pour Google, qui m'ont filé des gens de chez eux pour les pubs. Je te parle de Google en Irlande, je ne parle pas des petits account managers, etc. Et on a arrêté avec eux parce que même le boss de Google Shopping, que je connais très bien, il m'a dit, tes connaissances sont trop hautes, même par rapport à mes managers. On n'arrive pas au même degré d'exigence que tu as sur Google Ads. Donc, on a dû arrêter. Donc, moi, quelque chose que je peux donner en tant qu'expérience, si vous achetez une formation de Google Ads qui date d'il y a 1 an et demi, 80% est obsolète. Je vais donner un bête exemple. Il y a 1 an et demi, il y avait encore le Google Shopping qui tournait. Maintenant, c'est le Performance Max. Moi, je me suis cassé les dents 6 mois dessus pour comprendre l'algo. 6 mois. Donc, pour moi, si tu veux acheter ta pub toi-même, tu dois rester à jour. Et rester à jour, c'est faire des tests en permanence. Ou, il ne faut pas hésiter à le faire, moi je le fais moi-même, j'achète encore des formations aux États-Unis et je fais des tests. Pas que ces gens-là m'apprennent ce que je dois faire, mais s'ils ont une idée que je n'ai pas, que je teste dans mes business, c'est des millions. Et ça, pour rester vraiment au top, tu dois le faire. Je vais te donner un bête exemple. Pendant longtemps, on n'a plus fait de Facebook Ads. C'était Maxime qui gérait parce qu'on était parti en native. On est retourné dans Facebook Ads il y a 6 mois. Tout avait changé. Quand je te dis tout avait changé, c'est que les méthodes qu'on utilisait alors qu'on faisait des millions en Facebook Ads en 2018-2019 ne fonctionnaient plus.
on a dû étudier et encore maintenant, on est en phase de learning. Donc pour moi, tu te lances dans la pub, tu vas te prendre des claques, c'est normal, et surtout, il faut y rester. Le jour où tu commences à travailler d'une plage, c'est toujours ce que je dis aux gens, t'es mort. Tu dois te réveiller. Ouais. Ça, c'est un truc, c'est vrai que j'adore chez Maxime comme chez toi, c'est que malgré la réussite, malgré les dizaines de millions que vous faites chaque trimestre, malgré l'expérience accumulée, malgré le fait que ça fait 20 ans que vous charbonnez, malgré le fait que vous avez, il me semble, plus d'une centaine de collaborateurs, on en parlera, ouais. Vous êtes toujours chez vous en train de charbonner au bureau. Le matin à 6h28, tu vois déjà tes notifs, tes messages. Ah non, ça par contre, non. Non, une fois, je t'ai vu tôt quand même. Ouais, parce que j'avais eu des problèmes. Ah, ok. En fait, moi, s'il y a un problème... tu dors pas. Non, tu travailles jusqu'à le régler, c'est super important. Ouais. Donc là, c'était exceptionnel. C'est pour ça qu'encore hier matin, tu m'envoyais tôt des messages. Ouais. Quand tu as des problèmes, tu dois les gérer, c'est super important. Maintenant, oui, mais je travaille beaucoup par passion. Donc, par exemple, tu me parlais de l'Estonie, on avait été ensemble. Et j'avais rencontré quelqu'un que j'adore, qui m'a expliqué qu'il faisait plus de 20% de son chiffre d'affaires en emailing. Moi, à l'époque, j'en faisais 5%. Donc, je faisais en fait de l'email abandon, du recovery card. Ouais. Mais lui avait toute une stratégie beaucoup plus posée. On a fait de l'échange d'informations. J'ai acheté 3 formations sur l'emailing, j'ai pas peur de le dire. J'ai tout charbonné. J'ai tout mis en place. J'ai fait beaucoup d'AB tests. Ça m'a pris 3-4 mois. Mais maintenant, en emailing, je fais entre 25 et 27% de mon chiffre d'affaires. Wow. Ouais. Donc 5 à 25%. Ouais. Donc ça, tu dois apprendre. Et c'est ça aussi l'avantage, c'est si tu as toujours cette envie d'apprendre, et ça change tout. Parce que je pourrais me dire, je suis numéro 1 en Google, je vais dépenser mais quand tu dépenses en Google du 40 cents du clic, où je t'ai dit, là, ça va pas, mais que tu as un emailing qui vient faire 25% de ton chiffre d'affaires, tu continues à émerger grâce à l'emailing. Alors que si j'étais toujours resté dans ma pub à 47, mais c'est pas ça, on l'a redescendu à 20, 25, donc il n'y a plus de problème. Mais le fait d'avoir récité l'emailing m'a permis de tenir quand je dépensais à 40 cents. Tu comprends ? Donc ça veut dire que si demain il y a un Black Friday, par exemple, et que les prix réexplosent parce que l'algo rechange, que je passe à 40 cents, je serai rentable, je pourrais faire de l'acquisition agressive parce que je sais que mon emailing me couvre derrière. Ouais. C'est cette capacité justement à toujours se remettre en question. Bien sûr. Et ça, d'où ça te vient ? Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui... J'en connais qui ont fait 5 fois, 10 fois, 100 fois moins, peut-être même 200 fois moins de chiffre d'affaires et de résultats que vous avez pu faire ces dernières années, mais qui vont prendre le melon, qui vont se prendre pour les rois du monde, qui vont se prétendre experts, qui vont vendre X milliers de formations, de conseils, de coaching, etc. Alors qu'ils n'ont pas 1 centième de l'expertise que vous avez pu cumuler. Et je ne jette pas la pierre. C'est un biais de comportement que beaucoup de gens ont. Mais comment on fait justement pour rester les pieds sur terre, savoir garder une certaine humilité qui fait qu'on est en capacité de se remettre constamment en question ? Encore les Pokémon. Je te dis, c'était l'un des milieux les plus concurrentiels de toute ma vie. La concurrence du drop, elle est de 1 sur 10 comparée à la concurrence des Pokémon que j'avais. Tu dois savoir que dans le Pokémon, tu avais 3 sites qui émergeaient. Tu avais le mien, plus tu avais, les gens vont reconnaître, Pokémon Trash, Pokébip, Pokémon France ou Pokélord. Ça se tirait la bourre, c'était des équipes de 30-40 personnes par site. Donc en fait, qu'est-ce qu'on faisait ? C'est qu'en fait, il y avait cette veille concurrentielle qui était bien plus évoluée que dans les sites internet de dropshipping, ce qui fait que si le jour où tu n'étais plus dedans, c'était fini. Quand je te dis que j'ai commencé à organiser des événements Pokémon en irréel, mais les 3 sites que je te prononce là, ils l'ont fait aussi. Ils l'ont fait. Ils faisaient des événements à Paris. Alors ils en venaient un. Moi, je devais venir avec un plus gros événement. Et en fait, ça n'arrêtait jamais parce qu'il n'y avait pas ce milieu de l'argent. Tu avais le milieu de la passion. Le dropshipping, c'est différent. Ils sont tous dans l'argent. Ça veut dire qu'une fois qu'ils gagnent, ils se laissent de côté. Mais dans les Pokémon, c'était toujours le numéro 1. Je veux être numéro 1, je veux être numéro 1. Et moi, je suis venu avec cette passion parce que moi, j'adore mes stores. Moi, pour moi, c'est mes bébés. C'est comme le site Pokémon que j'avais à l'époque. Donc, pour moi, j'ai cette passion, plus l'argent qui est là. Donc, c'est pour ça que j'arrête jamais. Parce que si moi, je vois un concurrent, et là, je le répète, qui lance un truc, ben moi, je vais le lancer très rapidement, que ce soit la fiche produit ou sa manière de faire du marketing. Par exemple, moi, je surveille beaucoup Amazon, je surveille beaucoup Boulanger, je surveille beaucoup Cdiscount parce que quand ils ont une idée, moi, j'adore Rakuten, par exemple. S'ils ont une idée, je la lance chez moi aussi. Il ne faut pas avoir peur de le faire parce qu'en fait, je suis venu avec cet esprit Pokémon et je l'ai mis dans l'entrepreneuriat. Je l'ai mis dans le business de l'e-com. Tu parles justement du spectre concurrentiel du dropshipping. Moi, je ne suis pas trop connecté au réseau dropshipper de Dubaï.
De toute façon, maintenant, la plupart des gens ont arrêté le dropshipping et sont rentrés en France ou alors se sont réorientés vers d'autres activités. Mais à un moment donné, c'est vrai que le peu de gens que je connais, vous étiez vraiment la référence. Et un des trucs que j'entendais, c'est waouh, est-ce que tu sais si leurs chiffres sont vrais? Après, du coup, le doute s'est effacé. Puis maintenant qu'ils savaient que c'était vrai, tu connais leur shop. Et dès que quelqu'un pensait que c'était votre shop, tout de suite, ils essayaient de se positionner, de faire la même chose, etc. Comment tu as géré ça, le fait qu'il y ait des milliers de personnes qui littéralement n'ont un seul et unique objectif, c'est identifier ce que tu fais, ce que tu vends, ton shop, essayer de le répliquer différemment, mieux, moins bien, peu importe, mais finalement essayer de le répliquer, se positionner, peut-être même copier tes ads jusqu'au mot près pour pouvoir rester justement toujours dans le top. Alors, tu vois la partie de l'iceberg, la front. Mais tu ne voyais pas quel était le moteur de mes stores. Tu ne voyais pas la régularité, tu ne voyais pas les newsletters qui étaient préparés, tu ne voyais pas mes événements marketing qui étaient faits, tu ne voyais pas les pubs que je lançais en Google pour les événements spéciaux, tu ne voyais pas comment je fidais l'algo. Et alors la grosse différence, et comme je te l'ai dit, les autres, ils ne maîtrisent pas la publicité. Donc soit ils passent par des agences qui vont avoir des account managers qui sont moins skilled que moi, qui ont moins de compétences que moi, ou alors ils vont le faire eux-mêmes, mais ils ne vont pas connaître suffisamment. Vu que moi, je suis dedans depuis 2004, tu vois, enfin plus de 2000 pour les Pokémon. Et en pub, j'ai commencé, Google, j'en fais depuis 2017, de la pub en tant qu'annonceur. Donc moi, j'ai vécu tout ça. Donc tu peux arriver, tu peux me copier. Je vais te donner un truc que tu ne pourras jamais copier. Plus un store fait des ventes, plus l'algo, il a de la data. Plus l'algo, il a de la data, plus il peut aller rechercher des nouveaux clients. Tu peux recopier même mes pubs de zéro. Si tu commences avec un shop de zéro, tu ne vas pas t'en sortir parce que ton algo, il n'est pas fidé. Et donc voilà, c'est la grosse différence. Par exemple, moi, j'ai aussi des techniques, bon, je peux même te la dire parce qu'ils ne vont pas savoir la faire, de comment feeder un algo. Je donne à Google, quand j'ai un algo qui est vierge, je lui donne plein de clients directement pour qu'ils comprennent où il doit aller. Si tu ne connais pas ça, que tu fais comment? Tu extrais la data de tes shops et tu la réapportes. Bien sûr, ouais. Ouais, complètement. Ouais. Et justement, tu parles de 2017, là où tu as commencé à être annonceur sur Google. Ouais. Les sites Pokémon, c'est à partir de 2000. Ouais. Qu'est-ce qui se passe entre 2000 et 2017 finalement? Tu fais que du Pokémon ou il y a d'autres expériences entre deux? Non, encore une fois, c'est une suite logique, c'est ça en fait. Tu deviens pas. Enfin, ça a toujours été entrepreneur finalement. Oui, mais c'est toujours une suite logique. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a vu qu'on pouvait gagner de l'argent avec Internet, avec notre site Internet. On a commencé à démarcher d'autres personnes qui avaient des sites Internet et on leur a proposé, dire voilà, moi quand McDo il est venu chez moi, j'ai contacté un gars qui avait un site Nintendo. Pour moi, c'était une audience qui était plus ou moins similaire. Bon, Nintendo, c'est quand même un peu plus âgé, mais Mario, etc., ça reste quand même une audience un peu similaire. Donc, j'ai demandé à McDo, vous êtes intéressé pour aller sur ce site Nintendo-là? Oui, c'est nintendo-master.com pour ceux qui veulent vérifier la véracité. Tu vas dessus, ça existe encore. Tu voyais, donc McDo, il dit, bah oui, c'est intéressant. Moi, je prends le contrat. Je donne l'habillage publicitaire qu'on avait fait pour les Pokémon, on leur donne sur le site Nintendo, vu que maintenant c'était même Maxime qui faisait tous les designs publicitaires. Donc c'était simple, eux l'ont pris et moi je prenais des coms de 30%. Tu fais de la sous-traitance d'encarts publicitaires et tu te positionnes en agence finalement. C'est ça, à l'époque c'était pas encore l'agence. Je te dis, tout a une suite logique, j'avais pas d'agence, je l'ai fait pour un site. Le site tu fais des choses naturelles, bien sûr, c'est qui finalement aujourd'hui portent un nom. C'est ça, voilà. Okay, et donc en fait Nintendo Master, il a dit, mais Gab c'est génial, c'est le maître des Pokémon, il gagnait 175 € par mois, il prenait. Et moi, je ramène des contrats à 10 000 € par mois ou même à 5 000, 7 000, ça ne change rien. Et moi, je prenais 30%. Même si je prenais 30%, on s'en fout. Lui, il avait 175 € et il prenait en plus qu'avant. Donc même si je ramenais un contrat à 10 000 €, ça lui faisait toujours 7 000 € dans sa poche. Comparé à ces 175 €, mais lui, c'était la folie. Donc qu'est-ce qu'il en a fait? Et qu'est-ce qu'il a fait? Comme je te dis, on se connaissait tous dans le Pokémon et tous dans le Nintendo. Il a parlé à un autre site Nintendo qui a dit, oui, va voir Maître Pokémon, là, il gère bien la pub. Ils sont venus me voir, Maxime discutait, etc. Et puis en fait, ça a fait un effet boule de neige parce que les gens Nintendo, mais même s'ils étaient en concurrence, ils connaissaient des gens qui avaient des sites Xbox, des gens qui avaient des sites PlayStation. En fait, ça a fait tout un milieu où j'ai commencé à voir tous les sites de jeux vidéo qui venaient chez moi. J'ai eu même Gameblog à un moment donné, j'ai eu Super Solus qui est venu chez moi, j'ai eu Jeux Actu à un moment donné. Donc j'ai quand même été dans... C'est quand même très haut, j'ai quand même tous ces sites-là. J'ai pas eu jeuxvideo.com, bon, ça, faut pas exagérer, mais j'ai eu quand même des très gros sites. Et en fait, au final, Maxime m'a dit, écoute, on va plus les gérer un par un, c'est un peu la folie. Il dit, si on gérait une agence de publicité où les gens s'inscrivaient d'eux-mêmes et que nous, on avait un truc où une algo où les annonceurs pouvaient se connecter directement et mettre leur pub. Et nous, on avait tout développé, tout un algo où ils prenaient les pubs directement de notre plateforme, ça s'appelait MediaClick. Ils mettaient des tags publicitaires et en fait, tous les annonceurs se pluguaient dessus. Ils mettaient leur pub direct. Et moi, j'avais développé un truc où je prenais des coms, où je prenais 50% de commission sur tout ce qui passait.
Mais à un moment donné, on a géré 1500 sites web en simultané. Je ne sais pas si tu t'imagines, c'était énorme. Et en fait, moi, mon boulot à la fin, j'ai même, pour te dire, c'était de trouver des agences de pub qui nous refilaient de la publicité parce qu'on écoulait tellement. Et moi, en fait, le but de Max, c'était de trouver des nouveaux éditeurs. Moi, je trouvais des nouveaux annonceurs ou des agences. Et en fait, c'est là où j'ai adoré travailler avec Max. C'est que lui, il gérait la partie éditeur, donc les gens qui avaient des sites internet. Et moi, je gérais la partie annonceur, où moi, je trouvais les contrats. Et en fait, ça a super bien marché, quoi. Ça, c'est en quelle année, ça? Alors, on a fait ça à partir de 2010. Donc, ouais. Et on a stoppé en 2019, je dirais. D'accord. 2019, ouais. Et du coup, cette infrastructure, cette agence, etc., quand tu la développes pendant 9 ans, certes, ça fait beaucoup de chiffre d'affaires, ça fait beaucoup de marge. Ouais. Tu as dû, j'imagine, structurer. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, tu as mis en place plein de choses. Ouais. Et ça se valorise. Tu l'as revendu, cette boîte? Comment ça s'est passé? Non, on a revendu le portefeuille client. D'accord. En fait, peut-être mon erreur là-dessus, c'est que la débloque est arrivée. Ouais, il y en avait déjà, mais là, ça s'est quand même beaucoup plus propagé. Donc, un AdBlock, c'est pour bloquer les publicités. Ouais. Et aussi, le marché de la pub, c'est régulé. Les gens n'en parlent pas souvent, mais les gens qui s'y connaissent un peu, si je leur dis ads.txt, ils vont comprendre. Donc, en fait, c'est un fichier où si tu voulais mettre de la pub sur un site internet, le site chez qui tu voulais faire de la pub devait uploader un fichier sur son site à la racine et devait mettre avec tous les partenaires avec qui il travaillait. Et donc le problème, moi j'avais perdu cet avantage concurrentiel d'avoir plein de partenaires parce qu'ils étaient tous listés sur un fichier ad.txt et en fait là c'était trop compliqué parce que tous les concurrents ont vu avec qui je bossais et ça a commencé à être un carnage parce qu'ils contactaient tous en direct, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est un petit peu comme la régulation avec les influenceurs qui ont eu l'obligation d'exprimer lorsque c'était un post sponsorisé ou pas, quoi. C'est ça. Ouais, je vois tout à fait. Donc, voilà. Ok, super intéressant. Et justement, tu as eu tout ce parcours, toute cette ascension. Tu disais un truc très vrai tout à l'heure, c'est que quand tu veux aller chercher un certain niveau, tu ne peux pas le faire tout seul. Donc Non. on a bien compris que vous êtes 2 associés depuis maintenant quasi toujours. Ouais. Mais surtout, vous avez constitué une équipe. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de collaborateurs que tu as. C'est Comment ça. tu as constitué ton équipe? Combien sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Alors en boutique, parce que ça représente quand même beaucoup de notre chiffre d'affaires, service après-vente, en fait c'est ultra sous-estimé dans le drop. C'est que les gens ils disent ouais, mauvaise réputation, etc. Je répète quand même, Amazon est le plus gros dropshipper du monde avec AliExpress. On l'oublie, hein, les gens oublient quand même que la plupart des produits sur Amazon c'est du drop. Et c'est pas pour ça qu'ils se font bannir, c'est au contraire qu'ils ont un service client impeccable. Donc nous on a étudié ce qu'ils ont fait. Donc nous on a un service client qui est là, vraiment plus de la moitié de nos effectifs sont là-dessus. C'est vraiment super important. Ensuite, on a des gens, comme je t'expliquais, je fais beaucoup de pubs Google, mais je ne peux pas toutes les lancer manuellement. Donc en fait, j'ai quelqu'un, j'ai même 3 personnes à temps plein maintenant, parce qu'on fait du Pinterest Ads aussi, quand même beaucoup en masse, qui crée les pubs dans ce qu'on appelle des templates. Il les laisse en pause et moi, je fais juste un last check-up et après, je la lance. Donc je clique sur la valider. Donc par exemple, alors j'ai aussi autre chose, c'est la recherche de produits, c'est toujours moi qui l'a fait. Ça je ne l'ai jamais délégué, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que même si tu as les meilleurs collaborateurs du monde, si tu te trompes sur la recherche de ton winner, tu peux faire le meilleur marketing que tu veux, tu peux faire la plus belle fiche produit que tu veux, tu ne vendras pas. Donc c'est tout. Là, c'est bête à dire, mais c'est important d'avoir la recherche. Par contre, créer les fiches produits, je te dis que je le faisais toujours, je les corrige. C'est très important. C'est la grosse... la grosse différence, c'est que je corrige les fiches produits, donc je ne les fais pas moi-même. Et donc, en fait, moi, mes teams, j'ai beaucoup de personnes, plus de 10 qui font des fiches produits, c'est leur métier, c'est de taper des fiches. Par contre, moi, je les corrige derrière pour les faire en plus belle, trouver des meilleures images, faire un meilleur texte, corriger la vidéo si elle n'est pas bonne, parce que c'est eux qui font les vidéos aussi, etc. Donc, j'ai vraiment ce degré d'intransigeance de dire, voilà, si la fiche produit ne me plaît pas, je la valide pas, et alors, on a toute une organisation qui marche. Alors, la recherche, parce qu'en dropshipping, c'est toujours dit, oui, Gabriel, on fait du drop, on prend un lien sur AliExpress. Non, ça ne marche pas comme ça. Nous, même si on a nos propres, entre guillemets, nos propres usines, donc en Chine, on a vraiment notre supplier directement avec nos propres usines, mais il faut quand même trouver le produit. Donc en fait, on a tous cette démarche d'avoir notre team qui va contacter notre supplier en disant voilà, on veut lancer ça. Alors la première chose, ça a l'air bête, quand on veut lancer un produit, notre supplier va dire non, attention les gars, ce produit-là, il n'est pas de bonne qualité, ne le lancez pas. Ça, c'est déjà quelque chose de bien. Parce que si tu ne lances pas un produit de mauvaise qualité, tu as moins de chargeback, tu as moins de mauvaises reviews. Donc, c'est tout un système. Donc, ça, nos équipes gèrent aussi directement avec ce supplier-là. Est-ce que le produit est bon, oui ou pas? Alors, on a quand même testé une autre chose aussi. Parce que ça me fera toujours rire. Ouais, AliExpress, c'est pas bon. Il y a une grosse erreur avec ça. C'est tu peux commander la même tasse sur AliExpress de 20 fournisseurs différents. Elle va arriver avec 20 qualités différentes. La même. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Ils disent oui, l'Express, c'est de la merde. Non.
Ça dépend le fournisseur que tu as pris. Tu peux trouver des bons fournisseurs. Nous, par exemple, notre fournisseur, on lui donne toujours, parce qu'on négocie toujours les prix, on lui donne toujours le lien AliExpress le moins cher, ça a l'air bête. On lui donne, il nous fait toujours le prix plus bas, bien sûr, mais en qualité la plus haute possible. Donc ça change tout. Donc ça veut dire que nous, nos clients qui reçoivent un produit chez nous, déjà c'est en custom packaging, donc c'est un emballage personnalisé, ils reçoivent en 7 jours, c'est correct, honnêtement, c'est pas rapide, c'est pas lent, c'est correct, c'est bien. Plus la meilleure qualité possible. Ça veut dire que même s'il achetait le même produit sur AliExpress, il paierait plus cher. Et en plus, ça avec une moindre qualité. C'est comme ça que tu tiens dans le temps. Parce que tu fais attention vraiment à toutes tes steps. Et donc, oui, j'ai 3 personnes qui ne s'occupent que de ça avec mes teams. Ouais. Ok. Ouais, en tout, c'est combien de collaborateurs que vous avez ? Plus de 100. Plus de 100, ouais. Ouais, parce que, alors, c'est bête à dire. Tu te souviens quand je t'ai dit que mes sites de Pokémon, on avait besoin de développement. T'as qui dans le dropshipping qui fait du développement ? Personne. Ils prennent des templates sur Shopify, etc. Moi, j'ai mes propres stores avec ma technologie custom maison. Je ne suis pas sur Shopify. Ça ne m'intéresse pas. Parce que comme ça, si un jour je veux revendre, je dépends de personne. C'est ma techno, c'est mes développeurs, ça se revend. Donc on développe en permanence. Dès qu'Amazon lance une nouvelle techno, je la développe toujours directement. Et mes développeurs, ils travaillent full-time 24 heures. Enfin, je veux dire pas 24 heures sur 24 parce que c'est de la connerie, mais ils travaillent full-time, quoi. Ils ont des 50 heures semaine chez nous, quoi. Ouais. On en parlait dans un autre cadre, il y a de ça au moins une année. Tu m'expliquais que tes équipes étaient aux Philippines et en Roumanie aussi. En Inde aussi, des développeurs, ouais. Et à Madagascar. Ouais. Justement, tu as déployé sur ces 4 axes en particulier. Voilà. Comment tu as fait pour construire tes équipes, recruter les bonnes personnes, recruter les bons managers aussi ? Ouais. Parce que c'est quand même un sacré enjeu, surtout à ces niveaux de team. Ouais, alors je vais donner un autre tips. J'ai 4 managers qui traitent avec moi, mais j'ai aussi une personne dont son temps plein de vérifier le travail des managers. Ok. Ouais. Donc c'est bête à dire, mais c'est génial parce qu'on dit souvent la confiance n'exclut pas le contrôle. Ouais, non, c'est hyper important. C'est super important. Donc son métier, c'est vraiment de vérifier si mes managers font pas de la merde. Tout simplement parce que les erreurs peuvent arriver parce qu'il y a trop à gérer. Donc elle vérifie. Alors comment on recrute ? Tu as une plateforme qui s'appelle upwork.com. Donc voilà, les gens disent c'est vrai, oui, je recrute là. Et par exemple, on donne dans leur recrutement, on dit voilà, on cherche un développeur qui doit faire ça. Et on met en fin de description, répondez, envoyez-nous notre CV et mettez le mot banane. Ça a l'air con. Les gens disent pourquoi banane ? Tu vas voir que 95% ne vont pas mettre le mot banane, ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de lire une consigne correctement. S'ils ne sont pas capables de lire une consigne correctement, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas travailler chez toi. Eh bien, ils rigolent pas, ça nous permet de trouver des employés de qualité. Parce que si les gens répondent banane en plus dans leur CV, tu sais que le gars il a lu jusqu'au bout ta consigne. Alors ensuite, Maxime les met en test. Bête question aussi, comment tu fais des tests ? Généralement, beaucoup de gens font des interviews. Maxime, il ne m'emmerde pas avec ses fait des looms. Un loom, c'est quoi ? Tu recordes un truc, tu donnes, voilà, je te donne le boulot, voilà, je t'aimerais bien que tu fasses un tutoriel, voilà, je te donne le loom. Tu le lis complètement, je veux que tu fasses un tutoriel de ce style-là, avec ce thème-là. Tu n'es pas capable de le faire, passe au suivant. Ça veut dire qu'il n'a pas été capable de recopier quelque chose existant. Donc tu vois, et en fait, même ça, tu automatises un maximum. Et après, quand tu arrives vers les 4 derniers ou les 5 derniers, là oui, tu peux te dire, voilà, là tu les prends en interview, en entretien. Et là, tu leur donnes aussi des tâches à faire. Et en fait, généralement, tu gardes lequel ? C'est le gars qui a fait banane, plus à savoir recopier le tutoriel en Loom. Et le gars qui a travaillé le plus rapidement. Okay. Donc voilà. Et au final, tu arrives à trouver quelqu'un en 3 jours, même pas. Ouais. En gros, pour résumer, contredis-moi si je me trompe, tu as constitué une sorte d'auto-noir. Bien sûr. Où tu as plusieurs étapes. Là, en l'occurrence, tu en évoques 3, il y en a peut-être plus, il y en a peut-être moins, disqualifiantes. Et à la fin, du coup, tu as les meilleurs profils, ou en tout cas par cette sélection naturelle, les profils qui ont passé ces étapes. Et là, tu fais un choix plus personnalisé. Ouais. Tu passes peut-être de 500 candidats à 5 candidats en bout de chaîne. Voilà. Maintenant, ça, c'est pour des nouveaux jobs. Très important. Par exemple, les gens qui font des fiches produits chez moi, là aussi, qu'est-ce qui est bien à faire ? C'est que la personne qui travaille chez toi, par exemple, moi, j'ai une personne qui fait des fiches produits depuis 2015 chez moi. Donc, elle est experte. C'est vraiment son métier, elle fait que ça. Moi je dis écoute, moi j'ai besoin de plus de personnes, est-ce que tu peux trouver quelqu'un autour de toi ? Moi j'augmente déjà ton salaire de 50-100 euros par mois parce que j'estime que tu as été excellente, etc. Et en fait elle est contente parce que son salaire est augmenté, elle va trouver quelqu'un, généralement c'est quelqu'un de la famille, ça a l'air con, et cette personne là qu'elle nous recommande, vu que c'est son image qui est en jeu,
Elle va prendre la meilleure personne possible dans son entourage. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'elle la ramène. Et je lui dis, OK, pas de souci. Et c'est elle qui la forme. Parce que c'est le même job. Donc, elle la forme de A à Z. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui travaille chez toi depuis 2015, qui fait un travail exceptionnel dans les fiches produits, vu qu'elle est toujours chez toi, elle va former quelqu'un mieux que toi, vu qu'elle connaît mieux ton métier que toi. Même si je sais faire des fiches produits, même si je suis la personne qui corrige, une personne qui en fait 8 heures par jour depuis 8 ans a quand même des automatisations qui sont meilleures que toi, qui fait que de la correction. Et donc, heureusement d'ailleurs. Ouais, et heureusement. Et donc, en fait, ça m'a permis, moi, quand c'est un même métier, que j'ai confiance en la personne qui a fait un travail impeccable, j'augmente un peu son salaire, son métier est de retrouver quelqu'un d'autre, elle trouve quelqu'un en 2-3 jours, et cette personne-là, c'est marrant, est prête 5 jours après à faire des fiches produits. La plupart de tes collaborateurs, tu les as en CDI ou en Presta? En Presta. Ok. Ouais. Mais par contre, j'ai pas eu de démission chez moi depuis plus de 5 ans. D'accord. Ouais. Ok. Ça, c'est important. Et justement, il y a aussi un point intéressant, c'est que la plupart justement pensent que quand tu délègues aux Philippines, à Madagascar, en Roumanie ou ailleurs, peu importe, tu vas avoir des profils moins qualifiés, moins de qualité. Certes, c'est moins cher, mais ils vont avoir un blocage en mode ouais, mais ça serait mieux quand même en France, en Belgique, en Suisse, etc. Pour moi, c'est une fausse croyance parce qu'à partir du moment où c'est des tâches qui sont bien enseignées, bien expliquées, bien processées, très spécifiques, que tu sélectionnes correctement ton profil, il y a des gens bons, talentueux, intelligents, engagés, responsables dans tous les pays, dans toutes les langues, dans le monde entier. Qu'est-ce que tu dirais justement à propos de ça? Est-ce que tu es du même avis? Est-ce que tu n'es pas du même avis? Alors, tu peux trouver des gens plus chers, mais c'est vrai que moi, je paye des salaires de base. Donc, combien tu payes en moyenne un collaborateur? Ça dépend. Quelqu'un qui fait des fiches produits chez moi commence à 300 € par mois. C'est pas cher du tout. Par contre, elle est formée par quelqu'un qui, je te dis, qu'elle a depuis 8 ans, où elle est payée beaucoup plus parce qu'elle a son ancienneté, parce qu'elle a recruté beaucoup, etc. Donc, elle est, je pense... Il faut que je regarde avec la personne qui fait les paiements chez moi, parce que je ne les fais plus, qui travaille pour moi. Mais tu commences toujours avec un salaire de base. Donc c'est vrai que ces gens-là sont plus limités d'entrée de jeu. Mais par contre, et on l'oublie un petit peu, c'est que moi, les profils qui sont plus intelligents, tu en as besoin. Mais je vais te donner un bête exemple. Tu as un manager qui travaille pour toi, tu vas le payer 10 000 € par mois. Admettons, il fait 10 tâches vraiment spécifiques. Moi, au lieu de prendre un manager que j'ai payé 10 000 € par mois, je vais te prendre 10 personnes différentes que je vais payer 400 € par mois. Donc, j'ai déjà... Mais ces 10 personnes-là, je vais leur apprendre les 10 tâches. Donc, une tâche par personne. Donc, j'ai 10 personnes, 10 tâches. Ces personnes-là vont devenir expertes dans leurs tâches, alors que le manager qui fait les 10 tâches, déjà, il n'a que 8 heures par jour sur sa journée ou 10 heures par jour. C'est beaucoup moins que 10 personnes que je prends qui font 8 heures par jour. Parce qu'au final, j'ai 80 heures pour 10 tâches, au lieu de 10 tâches, 8 heures par jour. Eh bien, j'ai pris par expérience que cette personne-là qui ne fait que sa tâche devient meilleure que le manager en elle-même qui fait les 10 tâches. Aussi, j'ai une autre question pour toi. Le manager, quand il va partir de ta boîte, t'es dans la merde. Parce qu'il faisait les 10 tâches, c'était trop important. Moi, pas laisser ton risque, bien sûr. Voilà. Moi, j'en ai une des 10 qui part de ma boîte. Ça se reforme. Et encore, ça se reforme, oui. Et surtout, comme ils ne sont pas essentiels, enfin si, ta boîte, tes collaborateurs sont essentiels. Mais quand tu as une personne qui fait une tâche qui part, c'est toujours moins grave qu'une personne qui fait les 10 tâches. Donc moi, j'ai préféré travailler comme ça. Maintenant, je te donne un bête exemple. Moi, j'ai mon ami Fabio, que tu connais très bien. Il dit, voilà, si tu payes 15 € un réel, c'est bien. C'est bien. Il m'a dit, c'est très bien, franchement, parce qu'il y en a qui sont prêts jusqu'à payer 30 €. J'étais voir Maxime. Même plus, certains. Ouais. J'ai dit à Maxime, nous, on paiera 7 €. Il m'a fait, ouais. J'ai fait, écoute. Parce que moi, je veux. Qu'est-ce qu'il a fait, Max? Moi, j'adore Max pour ça. Il a commencé à regarder comment faire des réels rapidement. Ça lui a pris 2 jours à apprendre, avec CapCut, etc. Il l'a fait, bam, il a tout étudié. Moi, je veux comme ça. On va regarder les concurrents, ce qu'ils faisaient. Il a su reproduire. Il a fait un loom, je te dis, pour former le gars. Il a envoyé. Et je te dis, on a fait l'expérience Upwork, etc. Et on en a trouvé un qui est excellent, qu'on paye 7 € par réel. Donc, tu vois, c'est toujours aussi, on en parle très peu. Mais ce qui est génial, c'est que normalement, je te dis, c'est 15 € si tu le fais toi-même, 30 € si tu le délègues, et moi, je suis à 7 €. Ça veut dire que toi, quand tu as le gars que tu payes 15 €, tu t'en payes un. Moi, j'en ai 2 qui travaillent pour 14 €. Donc, ce qui fait que je sais faire beaucoup pour fournir beaucoup plus de contenu rapidement. Et ce qui est génial aussi, c'est comme on a fait le Loom qui est prêt et qu'on a trouvé cette façon de déléguer, même si un jour je perds mes monteurs, il faudrait que je perde les deux en même temps pour être piégé, ce qui arrive très rare. Mais ça veut dire que quand il y en a un qui part,
moi je sais réengager quelqu'un rapidement parce que le canevas est déjà fait, le tunnel est déjà fait. Ouais. Et ça joue énormément. Ouais. Justement, tu parles des réels et de la facilité d'en faire. L'IA aujourd'hui aide beaucoup. CapCut, il y a un module IA qui fait que tu as les sous-titres, tu as les trucs. Tu as même des outils qui te permettent aujourd'hui de mettre ta police spécifique, les couleurs, mettre des logos, mettre des émoticônes spécifiques, etc. Et tu peux aller chercher des réels. Bon, je vais te challenger parce que tu peux en réalité aller chercher des réels même pour 5 euros. C'est clair. Tu vois, tu peux économiser 2 euros par réel si jamais. C'est vrai. Comme ça, pendant que quelqu'un en fait un, toi en fais 3. C'est clair. C'est clair. Mais cette question, cette réflexion, je l'introduis pour une question, c'est dans quelle mesure l'IA, en général, que ce soit ChatGPT parce que c'est la plus connue, a changé ton quotidien dans tes business au niveau du e-commerce et du dropshipping, parce que finalement, elle peut aider pour les fiches produits, elle peut aider pour le support, la réponse aux emails, elle peut aider pour les copy ads éventuellement, elle peut aider pour les créatives, elle peut aider pour énormément de choses. Est-ce que c'est quelque chose que tu as implémenté dans ton business et dans ton quotidien? J'imagine que oui, donc la question c'est plutôt comment et dans quelle mesure ça a changé les choses. Alors Facebook Ads, ça on l'utilise énormément maintenant. D'accord. Donc ça joue beaucoup. Alors tu vas rire, pour la fiche produit, oui, on l'utilise pour améliorer, parce que moi je te dis, moi je cherche les winners, donc je regarde les concurrents qui ne sont pas en France, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais moi ma façon de bosser en drop, en France je suis numéro 1. Mais aux États-Unis tu as des gars plus tarés que moi. Quand je te dis ils sont plus tarés, ils vont plus loin dans les choses encore. Moi j'ai appris quelque chose, il ne faut pas réinventer la roue. Ça veut dire que si ce gars-là il fait des millions sur un produit aux États-Unis, tu dois revoir comment il l'a fait, tu dois voir comment il a fonctionné et tu dois te dire, ok, je vais regarder son canevas, je vais le reprendre, je vais le refaire en France, tout simplement. Donc, à partir du moment où toi, tu as identifié tes concurrents aux États-Unis et que tu as compris leur façon de faire et que tu suis pas mal le canevas, ChatGPT peut t'aider pour la reformulation des phrases si tu veux rajouter des techniques de vente émotionnelle ou des choses comme ça. Mais ce n'est pas la base en elle-même du produit. Donc, nous, on l'utilise. Mais est-ce que demain, je peux lancer un store qui est full ChatGPT? Je pense que ça ne marchera pas. Et je vais te dire pourquoi je pense que ça ne marchera pas. Parce que Google, en SEO, il regarde si tes textes ils viennent de ChatGPT. Et tu peux avoir des malus avec ça. Donc, tu peux être pénalisé. Et moi, j'ai l'impression qu'un jour, et c'est mon avis personnel, j'en suis pas encore certain, que quand tu vas acheter sur les réseaux publicitaires et que tes textes vont venir de ChatGPT, j'ai cette intuition que tu vas payer plus cher au CPC. J'ai cette intuition. Donc, moi, j'ai quand même gardé... Allez, 10-15% d'une fiche produit est faite avec ChatGPT, mais le 85% restant est toujours fait manuellement. Pareil pour nos pubs, c'est bien. Pour les vidéos, par exemple, on continue à faire nos textes nous-mêmes. Je préfère. Parce que à partir du moment où tu délègues tout en ChatGPT, c'est que tu vas arriver à une... Moi, j'ai peur pour la nouvelle génération d'ailleurs. Tu vas arriver à des gens qui vont dire, moi je te fais tout en ChatGPT, mais ils vont plus savoir écrire, par exemple. Quelqu'un qui ne sait plus écrire, ça veut dire qu'il n'est pas capable de comprendre si ChatGPT a fait des bons textes ou pas. Et moi, j'en ai peur de ça. Donc, les gens qui utilisent ChatGPT et qui savent écrire, parfait, ils vont toujours voir les erreurs de ChatGPT. Mais quelqu'un qui utilise ChatGPT mais qui ne sait pas écrire, il est dans la merde. Et j'en ai vu beaucoup commencer. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui font du dropshipping en France, ils font tout en ChatGPT et parfois les textes, c'est borderline. Hein. Et alors, les gens diront, oui, pourquoi je ne vends pas? Ben oui, parce que ton français, il est dégueulasse. Et ça, il faut faire attention aussi. Donc, pareil, moi, je trouve ça important. Je l'utilise de plus en plus. Plus le temps passe, plus je l'utilise. Ça, c'est clair et net. Quand on doit faire des contrats, par exemple, on l'utilise beaucoup. Donc, si tu dois faire un contrat, tu vas faire, voilà, fais-moi des clauses, etc. Analyse-moi les faiblesses de mon contrat. Ça, ChatGPT, ça tue. Ça, vraiment beaucoup. Mais par contre, est-ce que je l'utiliserais aveuglément? Non. Voilà. Ouais, je vois. Tu parlais avant du fait que donc en France, vous êtes les numéro 1 en dropshipping, mais aussi qu'aux États-Unis, il y a des gens encore plus tarés que toi, pour reprendre ton terme. Un concurrent qui est assez taré et assez gros, qui a commencé à s'intéresser à vous et puis même vous mettre des bâtons dans les roues, c'est Amazon. Ça paraît dingue et là peut-être que les gens se disent waouh, tu vois, quand t'as Amazon qui commence à s'intéresser à toi et qui commence à copier tes produits ou te déréférencer. Ils ont copié ma pub. Donc en fait, ça c'est marrant parce qu'on avait le même account manager. En fait, tu dois savoir que chez Google, en fonction de tes chiffres d'affaires en spend, donc Amazon, on va y revenir parce que les gens vont dire ouais, Gabriel dépense la même chose qu'Amazon, pas possible. On va y revenir avant. Donc en fait, j'avais le même account manager que Amazon chez Google Ads.
Et un jour, par inadvertance, donc je tapais le nom de ma boutique, j'aime bien regarder quels sont les concurrents qui bident sur mes mots-clés. Et j'ai vu mieux que nom de ma boutique, découvrir Amazon.fr. Wow! Là, j'ai fait un max. Wow! Je dis là, ils font de l'acquisition agressive sur mon nom de marque. Là, déjà, j'ai contacté Google Ads, mon account manager. J'ai fait, on peut faire ça? Il dit oui, vous pouvez le faire. Ça, il n'y a pas de souci parce qu'en fait, il n'y a pas de. La personne ne peut pas faire d'erreur. Donc en fait, la personne, quand elle découvre ça, mieux que nom de mon site, découvre Amazon.fr, on n'induit pas la personne en erreur. Tu peux le faire. Pour les gens qui se demandent si on peut faire de l'acquisition agressive sur Google Ads, oui, tu peux le faire. Ben, moi, ce que j'ai fait derrière, c'est que mieux qu'Amazon.fr, découvrez nom de ma boutique et j'ai refait de l'acquisition. Pourquoi ils n'ont pas tenu? Je vais te dire pourquoi. Parce que Amazon ne stocke pas vraiment ses produits. Oui, ils stockent, mais ils sont toujours l'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur. Et en fait, Amazon prend 15% de commission. Ça veut dire que quand Amazon fait du Google Shopping, quand ils vendent un produit à 20 €, mais en fait, eux, leur commission, c'est 15% de 20 €. Donc, c'est pas énorme, ça reste très peu pour faire de la marge. Donc, en Google Shopping, je me permets d'être beaucoup plus agressif que Amazon parce que moi, je suis l'annonceur, j'ai ma boutique et je vais directement sur le consommateur final. Amazon ne fait pas ça. Ouais. Donc, ça me permet d'être plus agressif qu'eux. Donc, au final, en France, je dépense plus qu'Amazon.fr sur Google Ads parce que j'ai la marge qui est là. Et après, en discutant avec les account managers, Amazon a dit OK, on arrête. Et moi, j'ai dit aussi on arrête. Mais oui, Amazon a fait de la pub agressive en ne pensant pas que je pourrais rétorquer et riposter. Et là, c'est la bonne chose. C'est que comme je gère mes pubs moi-même, j'ai pu, quand j'ai vu ça, réattaquer Amazon de front parce que je savais faire ces pubs-là. Ouais, je vois. Et est-ce que tu as connaissance, plus ou moins, ça peut être une tranche, du nombre de commandes que vous processez chaque mois en moyenne? Non, j'en sais rien. J'en sais rien parce que je regarde toujours mes chiffres d'affaires. Okay. Et je vais te dire pourquoi. J'en sais strictement rien. Parce que par exemple, un vêtement sur mes boutiques de vêtements, le panier moyen il est de 50 €, mais tu sais acheter des chaussures à 49,99 €. J'ai des boutiques de bijoux où mon panier moyen il est 12 €. Donc j'en sais rien. Je vais pas te mentir. Non, j'en sais rien. On parle en quoi? Dizaines de milliers de produits par mois? Centaines de milliers de produits par mois? Oui, non, plus de 100. Ouais. Bah oui, si on fait des millions par mois et que mon panier moyen d'une boutique à nous, on doit être bien plus que ça. Ok. Imaginons 100 000 produits par mois que tu processes. À ces volumes-là de produits, qui est énorme. Tu vois, déjà, quand tu vends 1000 produits, 10 000 produits, c'est déjà un beau score. 100 000 produits par mois, et encore, c'est une fourchette basse par rapport à... C'est très bas. Ok. Comment tu gères ta logistique? Est-ce que vous avez vos propres entrepôts logistiques, vos propres sociétés de logistique, vos propres partenaires, vos propres usines? Tu disais avant, on a nos propres usines. Donc en fait, on a une usine qui est basée en Chine. Okay. Donc moi, j'ai la chance, on y reviendra plus tard, c'est mon premier voyage que j'ai fait en avion, c'était à Hong Kong. Okay. J'étais jeune, j'avais 21 ans. Mais on en reviendra plus tard. Et en fait, j'ai la chance d'aller à Hong Kong et de découvrir une ville de Chine qui est très connue pour les gens, c'est Shenzhen. Tu as plein d'usines là-bas. Et en fait, on faisait tellement de volume à un moment donné que notre fournisseur, il a dit, vous devez avoir votre propre entrepôt, c'est plus possible, vous êtes trop gros. Et donc, en fait, là encore, tu vas me dire, oui, Gabriel, comment tu as fait pour y penser? Je n'y ai pas pensé, moi. C'est mon fournisseur qui nous fournissait, qui nous a dit, écoutez, on va partir sur votre propre entrepôt. Pas de souci. Ce qui est très bien, c'est qu'il a été très malin. Quand on a un produit qui explose, oui, on le produit dans les entrepôts. Mais ce que les gens ne pensent pas, c'est que toutes les usines de Chine, elles se connaissent. Donc, ça veut dire que si demain, j'ai une tasse que je commence à vendre pour Issy Raison à 100 000 unités par semaine, c'est un exemple. Mon fournisseur ne va pas savoir suivre. Il va dire, ouais, non, c'est énorme. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'il va aller voir tous les petits copains qui ont toutes des usines. Il va dire, voilà, écoute, en qualité, voilà, est-ce que tu sais les donner, ton extra? Et ils mettent tous. Donc, c'est ça que j'adore. C'est que, oui, si demain je veux vendre à la pièce, j'ai pas de souci, j'ai mon usine, etc. Et on va suivre. Mais si demain ça explose, mon supplier est assez intelligent que je pourrais aller vite voir les autres suppliers et d'avoir ce produit-là. Donc, oui, encore une fois, ça n'a pas été mon idée, mais on a su le faire. Ouais. Ok, donc tu as mis en place des systèmes où tu as tes propres entrepôts en Chine, propre usine en Chine, avec ton propre supplier, ton propre partenaire qui a constitué un réseau qui sait répondre à cette demande. Et ensuite, du coup, tu as des boutiques qui envoient dans le monde entier ou c'est uniquement en France? France et UK. France et UK, ok. Ouais. Et là, ici, tu as ton propre centre logistique ou comment ça fonctionne? C'est depuis de Chine. En fait, c'est marrant, on en est toujours à la même chose, mais tu sais livrer en 7 jours. En fait, ça dépend quel est le carrier, le
Le support de livraison, Ah oui, ouais, ok, ouais. voilà. Ça dépend lequel tu prends, tu vois. Si tu prends pas DHL ou des supports comme ça. c'est ça, tu dois partir. En fait, une personne n'est prête à. On va quand même remettre les choses dans le contexte. Qu'est-ce qui fait que le dropshipping est mal vu? C'est que tu as des gens, parfois, ils prennent une tasse qui vaut 57, ils la vendent 50 euros. Ça, c'est mauvais, tu fais péter un plomb. Parce que quand tu achètes quelque chose de 50 euros qui est une tasse, tu t'attends à recevoir ton produit en 2 jours maximum. Mais eux, ils me prennent même 1 mois à la shipper. C'est énorme. Donc, bien entendu, le client, il pète un plomb. Mais moi, je te prends cette même tasse-là, que j'achète 50 cents, je la revends 2 euros. Donc, un prix tout à fait classique. Je sais que ma qualité est bonne parce que je n'ai pas pris un random. Et tu la reçois en 7 jours. Et j'ai toute une équipe commerciale, un support après-vente qui est là pour rassurer ton client. Moi, chez moi, quelqu'un qui achète une tasse chez moi, ok, il faut 7 jours pour qu'il la reçoive, mais tous les jours, il reçoit un mail en disant où est sa commande, où est son produit, il en est où. Il est arrivé au pays de destination, ça a été pris par la poste française, est-ce qu'il vient de partir en avion? Donc en fait, quand tu rassures ton client que tu as des prix qui sont classiques, qui sont bons, tes clients ne pètent pas des plombs. 7 jours, c'est correct, 30 jours, c'est inacceptable. Ouais. Et justement, tu dis, mon client reçoit des emails où il sait où est sa commande. Bien sûr. Du coup, ça veut dire qu'ils savent que ça vient directement depuis la Chine? Ah oui, bien sûr. Ok. Bien sûr. Ok, je vois. Donc, il n'y a aucun souci avec ça. Quand tu es transparent, la plupart de tes vêtements, c'est made in China. Il ne faut pas se voiler la face. Même les ballons de football et tout. Même Nike, on sait que tout vient de Chine chez Nike. Donc, c'est pas compliqué. Le client n'est pas contre la Chine à partir du moment où tu ne l'as pas fait payer sa tasse 200 euros. Là, il ne faut pas exagérer. Et qu'il reçoive son produit en temps et en heure et qu'il ait un suivi. Ouais. Ce que veut pas le client, c'est d'avoir quelqu'un qui expédie sa tasse à 200 euros, qu'il faut 30 jours et que le support répond même pas à ses questions. Là, on est dans un autre game. Ouais. Donc là, il faut faire attention à ça aussi. Ouais. Il y a un sujet sur lequel, quand on est avec toi, on ne peut pas ne pas aborder. C'est le fait qu'au bout d'un moment, vous ayez voulu justement surfer sur ce truc de la formation en ligne. Ouais. Mais je pense qu'il y a toute une histoire et une réflexion à avoir autour de ça, parce que moi-même, je connais bon nombre d'acteurs qui ont vendu de la formation en ligne, en dropshipping, en e-commerce. J'en ai accompagné beaucoup à faire beaucoup d'argent. On parle de plusieurs millions d'euros encaissés de bénéfices sur ce marché-là que j'ai aidé à faire au travers de différents accompagnements. Bref. Et justement, j'ai vu en analysant ce marché le meilleur comme le pire. Le meilleur, c'est-à-dire des gens qui ont une vraie intention d'accompagner, d'aider, qui ne vont pas forcément léser, biaiser les gens, leur mentir et leur dire que ça prend du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'argent et tu claques pas des doigts en faisant des millions comme ça. Et le pire, clairement, à mentir sur ses chiffres, à ne jamais avoir appliqué ce qui a été fait, à ne plus faire de dropshipping ou de e-commerce depuis maintenant des années et puis continuer à vendre ça et puis surtout ne pas être à jour et vendre du coup des conseils qui, même appliqués avec toute la bonne volonté du monde, ne seraient plus qu'à 30% de leur potentiel et 30% ne suffirait pas à être concurrentiel. Du coup, effectivement, quand vous êtes arrivé sur le marché, c'était super intéressant parce que vous avez fait un teaser assez original où vous aviez créé une page Instagram au nom du coup de Success Academy qui est votre page de formation, votre marque d'accompagnement et de formation, où pendant plusieurs mois, tous les jours, il y avait des stories avec vos résultats et toutes les semaines, il y avait des posts, des publications avec vos résultats en transparence, avec les dashboards, les uns après les autres. Dashboard Stripe, dashboard Shopify, dashboard, etc. etc. Ouais. Et ça, personne ne l'avait fait avant, personne ne l'a fait après, en tout cas en francophonie. Puis ensuite, vous avez démarré la vente de la formation et très fort, très vite, avec tout de suite du webinaire, tout de suite beaucoup d'ads, beaucoup d'acquisitions. Ça a été intéressant. On parlera après des résultats et de la suite. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez voulu, alors que vous étiez justement, comme on dit, vivons cachés, vivons heureux, tu vois. Vous étiez tranquille à Dubaï depuis des années, vous faisiez des dizaines de millions d'euros déjà. Pourquoi vouloir venir s'ennuyer sur un marché où y a plein de petits qui se tirent dessus les uns les autres pour faire un peu d'argent, parce qu'à votre niveau, c'est un peu d'argent, plutôt que de rester dans votre quiétude et continuer à faire ce que vous faites au quotidien. Oui, alors c'est toujours pareil, c'est une suite logique des choses. Okay. C'est pas que j'ai eu l'idée de faire la formation, Max non plus. C'est quand on a été chez ClickFunnels recevoir nos awards pour les 20 millions, on a été 16 cette année-là à recevoir 10 millions, dont 2 nous. Donc il y en avait 14 autres. Et ce qui est très bien, c'est que ClickFunnels a été très malin. Ils ont mis tous les 16 ensemble dans une pièce pendant une demi-heure.
Et qu'est-ce qu'il a fait, Maxime? C'est pour ça que je l'adore, il est vraiment malin. Il a été demandé qu'est-ce qu'ils faisaient les autres comme business. Logique. Ah, et toi, tu fais quoi? Formation. Ah, et toi? Formation, formation, formation. On était les seuls e-commerçants dans la pièce. Ils étaient tous partis en formation. Et Max, il réfléchit, il me dit, punaise, je me suis trompé de business, c'est pas possible. Donc, tu vois, après, il y a autre chose aussi, on a été chercher nos 20 millions, mais après, tu as le trophée à 25 millions. Ils étaient 2. Qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier? Formation. Après, il y a eu celui à 75 millions. Il y en a eu un. Qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Formation. Et puis, il y avait celui à 100 millions. Il n'y en a eu qu'un qui l'a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Formation. Et là, Max, il revient, il me dit, bah, Gab, 20 millions, c'est bien. Bah, ça ne serait pas une petite formation pour voir ce que ça donne? En fait, c'est toujours la même chose. C'est, oui, je pense, tu peux faire du 100 millions en formation, mais tu ne feras pas du 100 millions en formation en un an. Tu dois apprendre de tes erreurs, améliorer, etc. Mais est-ce que tu peux faire des centaines de millions en formation? Oui, vu qu'il y a des gens qui l'ont fait autour de moi et qui l'ont montré. Bon, maintenant, est-ce qu'en France, ils l'ont fait? J'en sais rien. Je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas eu d'awards ClickFunnels qui ont été décernés et que ClickFunnels m'a confirmé qu'on était les seuls francophones à l'avoir fait. Mais est-ce que tu es en mesure de faire 100 millions en formation? Oui. Donc voilà, c'est parti comme ça. Ouais. En tout cas, ouais, sur le marché français, plusieurs dizaines de millions, je sais que c'est possible et ça a été fait. Maintenant, 100 millions, je ne sais pas si un seul acteur l'a fait. En tout cas, pas avec ClickFunnels et pas dans la niche du Make Money Online. Genre, je pense à certains, mais c'est vrai que c'est assez exceptionnel ce type de chiffres. Et du coup, ok, tu te lances, selon ta définition des choses, vous vous lancez dans le monde de la formation uniquement dans un objectif chiffre, pécunier, ou il y a autre chose? Pécunier. Aussi, et puis moi j'aime pas n'avoir qu'un seul projet qui tourne. Donc on a un projet qui tourne, c'est une vache à lait, donc c'est ce qui ramène beaucoup d'argent. Tu m'as toujours dit, voilà, tu m'as demandé, tu as été dans les Pokémon, puis tu as une agence de pub MediaClick, puis tu as fait ton e-com, et puis tu as fait la formation. En fait, j'ai jamais été dans un trou financier parce que quand mon site Pokémon a commencé à mourir, MediaClick était au top. Quand MediaClick a commencé à mourir, mes boutiques étaient au top. En fait, il ne faut jamais avoir un seul projet. Parce que si un jour ton projet il meurt, tu n'as plus rien. Et la façon de travailler et de prendre de l'expérience, quand tu génères plus de cash et que tu te dis, oui, j'ai lancé un nouveau projet, mais je ne gagne plus rien, ton stress et ta prise de décision est beaucoup plus mauvaise que quand tu dis, bah oui, les stores sont arrivés en 2015. Et je te l'ai dit, MediaClick a tourné jusqu'en 2018-2019. Donc en fait, les deux, quand les stores sont arrivés, MediaClick était au top. Et donc, tu peux mettre plus de ressources, tu peux te permettre plus de tests, tu peux te permettre plus d'erreurs. Alors que quand tu gagnes plus rien, tu ne peux pas te permettre d'erreurs et de tests. Et c'est ça que j'aime pas. Donc nous, on est arrivé avec Success Academy en se disant, oui, le projet est là. Est-ce qu'il va peut-être marcher? On ne sait pas, on verra. Mais on peut mettre des ressources dedans. Parce que si un jour les stores meurent, tu dois avoir quelque chose qui tourne. Ouais. Alors je ne dis pas, est-ce que les stores vont mourir? Je ne pense pas. Tant qu'Amazon restera sur le marché, il y aura toujours une place pour moi. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ouais. Ok. Là, tu as recommencé à être visible depuis quelques semaines. Ouais. Et pendant presque 2 ans, du coup, tu as complètement arrêté de faire du personal branding. Ouais. Donc, en tant que Gabriel DXB, ouais. C'est comme ça que tu t'appelles sur Instagram, sur les réseaux, etc. Qu'est-ce qui fait que du coup, vous avez coupé pendant autant de temps la formation, l'acquisition, la visibilité et toutes les actions que vous mettiez en place? Alors c'est simple, je peux maintenant te dire avec une probabilité de 99,99% que le gars qui fait de la formation n'a plus de business à côté. Pourquoi? Parce que même en étant moi et Maxime ensemble, en travaillant énormément, c'était pas possible de tenir les deux. Pourquoi? Parce que tu travailles toujours dans tes business, plus les webinars, il faut savoir, en Success Academy, on faisait des webinars toutes les semaines. C'était énorme, donc c'était fatigant. Ça veut dire qu'on faisait le webinar le dimanche soir et moi le lundi matin, je devais retravailler. Donc moi, j'avais plus de vie en fait. J'avais plus de vie du tout. Donc moi, j'avais dit à Maxime, moi, Success Academy, je veux plus être dedans. Pas parce que ça tournait pas, mais parce qu'à un moment donné, je savais plus suivre. J'en pouvais plus. Il y avait trop de projets qui tournaient. Donc ça a été la raison pour laquelle j'ai été de côté. L'autre chose, pourquoi on a décidé de revenir maintenant, on a étudié tous les problèmes de Success Academy. Alors, la première chose, c'était chronophage. Donc on a repensé le système, comment faire pour que ça devienne plus chronophage. La deuxième chose, c'était Maxime, c'est quelqu'un que j'adore, mais Maxime, c'est le gars qui n'aime pas se mettre en avant. Il en faut toujours un. Il faut toujours un connard, comme on dit, ça c'est moi. Et puis tu as toujours le gars bien, qui est Maxime. Moi, j'ai pas peur de dire j'ai une Lambo, j'ai une Rolls, je m'en fous. Max, il a une Lambo aussi, mais il n'en parlera jamais. Tu n'en parleras jamais, jamais de le mettre en avant, jamais.
Le problème, c'est que si tu vends de la formation, même si je suis legit, même si je travaille comme un PT, même si je suis bon, si tu ne vends pas à un moment donné du rêve, tu vas avoir du mal à revendre. Je vais te donner un bête exemple. Maxime, on a reçu nos ClickFunnels Awards 20 millions. On a mis ça sur Internet. Quelques personnes ont dit c'est exceptionnel. Waouh, 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 waouh. Mais tu sais ce qui nous a ramené des gens à Success Academy? C'est pas les trophées. C'est quand les gens m'ont vu avec une Lambo. Mais c'est débile. Parce que 20 millions de dollars en chiffre d'affaires, une Lambo à ce mec-là, je l'avais acheté en Vukovic, j'avais payé 150 000 euros. En fait, les gens n'ont pas compris que 20 millions de dollars était plus impressionnant que d'avoir une voiture à 150 000 euros. Et ça, je l'ai bien compris. Donc les gens ont besoin de pouvoir s'identifier, de se dire, ok, la Lambo, je la comprends. Je comprends que j'ai envie de l'avoir. Recevoir un award de 20 millions, ça ne parle pas aux gens. Et en fait, il faut montrer aux gens que oui, tu gagnes de l'argent, mais il faut montrer la finalité de gagner de l'argent. C'est d'avoir une grande maison, d'avoir des voitures, d'aller à l'hôtel, etc. Et ça, Maxime, il n'est pas à l'aise avec ça. Ça ne l'intéresse pas de montrer ça. Et donc, moi, j'ai dit à Maxime, faisons-le. Moi, de toute façon, je n'ai pas peur de parler chiffres, je n'ai pas peur de parler de luxe. Et j'ai dit, relançons-le, mais de cette façon-là. Alors aussi, une autre erreur qu'on a compris dans Success Academy, on vendait à 1000 euros. C'est bête à dire, mais beaucoup de gens n'ont pas l'argent pour acheter à 1000 euros. Par contre, il y en a plein qui m'ont dit, à 500, je te la prenais. Et donc, en fait, j'ai dit à Maxime, pourquoi on ne fait pas comme dans la manière de l'e-com? Il m'a fait comment ça? J'ai dit, on vend des produits à 15 euros, des produits à 50 euros, des produits à 100 euros. On fait les trois, le même produit, mais qui sont différents, avec des packaging et de la qualité différente. Et j'ai dit à Maxime, on doit relancer plus avec des webinars, parce que moi, je ne te suis plus, c'était de la dinguerie où tu les fais tout seul. Et en fait, on va lancer une formation qui est pas chère, je pense à 49 euros, qualité, vu que c'est toujours avec mon savoir, une à 500 et une à 1000. Et ce qui va être bien, c'est que les gens qui se disent, ok, Gabriel, il est legit, ils vont les mettre les 49 pour voir ce que c'est. Quand ils vont voir la qualité qu'il y a dedans, peut-être je vais pouvoir upseller pour qu'ils prennent un truc plus gros, etc. Et en fait, on est arrivé avec une nouvelle méthode de dire, maintenant, on arrive avec des formations qui vont être à plusieurs tarifs, tu feras ton choix. Parce que les gens nous ont dit, on se dit, ouais, Success, de mémoire, quand même pour 50 heures de vidéo. Et les gens disaient, c'est trop, on ne peut plus, on l'a remarqué aussi. Donc maintenant, là, par exemple, la formation à 49, il va y avoir 4 heures de vidéo dedans, mais qui va te permettre de lancer un truc qui va être très bien. Et en fait, la différence, c'est que les gens vont pouvoir nous connaître déjà à travers les réseaux sociaux via mon lifestyle. Deuxièmement, ils vont pouvoir voir qu'on balance de la qualité en contenu, parce que je travaille toujours dans ma business. Et pour vraiment les gens qui vont mettre 1000 euros, ce sera qu'ils pourront le mettre. Et en fait, on revoit le système de la formation, qu'on va faire ça comme un e-commerce, qui est ma spécialité, au lieu de vendre ça comme un formateur, tout simplement. Ouais, je vois. Tu utilises tes forces et les acquis du coup que tu as eu sur l'année précédente liés à Success, l'activité. Malgré ça, vous avez quand même fait des jolis scores et un joli chiffre d'affaires avec Success pour un lancement, c'était sympa. Ouais. Vous étiez rentable ou pas? Oui, on a gagné, je pense. Il faut demander à Maxime parce que c'était plus de son côté. Si je te mens pas, je pense qu'on a pris 250 000 euros chacun. Ok. Voilà. Parce que c'était fort chronophage, parce qu'on a dû apprendre. Je te donne un bête truc. Ça, j'adore Maxime, il a plein de projets, mais quand on a lancé Success Academy, moi, je suis expert Google Ads pour vendre des produits physiques en ligne. Mais faire de la pub sur de l'infoproduit, c'est pas du tout la même chose. Moi, j'étais expert en Google Shopping et en Search, et j'ai dû partir sur un projet où je devais faire du YouTube Ads et du Display Ads. J'ai dû apprendre. Moi, j'ai perdu 2 mois pour apprendre ça. Donc maintenant, c'est parfait, hein, parce que même maintenant, les stratégies d'infoprenariat, je les ai mis dans mes boutiques et ça a marché aussi. Ouais. Donc c'est génial, tu vois. Mais oui, on n'a pris que 250 000 chacun en bénéf parce que, comme je te dis, il y a eu toute cette phase d'apprentissage qu'on a perdue, plus les webinars. Et là aussi, c'est une bonne info. Bon, ça, des gens pour dire oui ou non. Comme on faisait des webinars chaque semaine, j'ai vu beaucoup de formateurs m'ont dit, vous êtes des gros dingues. Hein. Pour faire un webinar rempli chaque semaine, il fallait les tenir. Ça veut dire que j'ai vraiment mis à mort en publicité et j'arrivais à être rentable à du 10 euros du CPA en broad. Et beaucoup de gens m'ont dit 10 euros du CPA rentable en broad, faire des webinars chaque semaine, c'est énorme. Alors là, j'ai compris quelque chose. Ça veut dire que, les gens, ils ne mettent pas 10 euros du CPA, donc ça veut dire qu'on achetait trop cher. Mais ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire qu'à 10 euros du CPA, si on était rentable, ça veut dire qu'on était bon. Donc maintenant, la clé, c'est comment arriver à 5 euros du CPA tout en scalant, tout en gardant le même taux de conversion. Donc tu vois, c'est des key metrics que je n'ai pas encore eu le temps de regarder, que je pourrais relancer avec la nouvelle version. Donc tu vois, c'est toute cette phase d'apprentissage. Et moi, je pense que si un jour tu veux faire, c'est mon avis,
10, 15 millions même, soyons fous. Je te dis, voilà, maintenant je vais viser du 10 millions par mois de chiffre d'affaires en formation. Soyons fous. J'ai plus de data maintenant qu'à l'époque, parce que j'ai beaucoup plus d'expérience. Plus Google qui me suit à fond, ils m'ont donné vraiment toutes les études de marché qu'il faut lancer. Donc tu vois, pour moi, si tu veux tenir à terme, il faut faire de la formation 4-5 ans. Pour moi. Là, tu vas atteindre des chiffres de fou. En fait, quand j'ai commencé le drop, je faisais 1 million de chiffre d'affaires par an. Tu vois, maintenant... Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait que mes stores ils caissent maintenant? C'est cette continuité de toujours apprendre, de toujours lancer, de toujours apprendre l'algo. Et je pense qu'en formation, ça a été notre erreur. On s'est lancé dans un truc chronophage qui était cher sur un domaine que je ne connaissais pas. Moi, je dis à Maxime, j'étais pas bon en achat de publicité en formation. Je n'avais pas d'expérience. Ouais, clairement. Et justement, tu parles d'achat de trafic, d'achat de visibilité. Vous avez été les seuls dans le monde de la formation, ou parmi les seuls, en tout cas à ce niveau-là, à commencer à faire des placements de produits, d'influence. Ouais. Justement, avec des influenceurs à Dubaï, etc. C'était l'époque justement où ils avaient encore la cote, la notoriété, notamment les Marseillais, tous les téléréalités, etc. C'est quoi le retour d'expérience que tu en tires? Est-ce que c'était des opérations plutôt rentables, pas du tout rentables? Je sais que tu en parles aussi sur tes réseaux avec des anecdotes sympas. On va pas forcément en parler ici. Ceux qui veulent rigoler, s'amuser ou autre, ils pourront aller voir sur ton Instagram. Il y a 2-3 trucs assez drôles et assez fascinants. Mais ouais, ça peut être intéressant plus d'un point de vue business d'avoir ton retour d'expérience là-dessus. Ouais. Alors, tous les placements que j'ai faits, hormis un, ont été rentables. D'accord. Le seul pas rentable, ça a été Laurent Billionnaire. Okay. Tous les autres, rentables. Mais quand je dis rentable, quand les gens me disaient Julien Tanti, il n'a pas de trafic, waouh, non, c'est un dingue. Thibaut Garcia et Julien Tanti, à cette époque-là, maintenant je ne sais plus, parce que c'est vrai qu'ils se sont fait un peu trop clasher, mais à cette époque-là, ils nous avaient ramené des gens au webinaire, c'était incroyable. Maintenant, le retour sur expérience, est-ce que je retravaillerai avec des influx? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des businessmen. Quand tu as un rendez-vous à midi et qu'il se pointe à 4 heures et que tu dois l'attendre pendant 4 heures et que son account manager t'explique que c'est normal, non. Parce que moi, en tant qu'entrepreneur, 4 heures sur une journée, c'est énorme. Donc, ça, je ne le referai pas. Pourquoi? Parce que si je mets un placement de produit à, je ne sais pas moi, je te reprends un Julien Tanti, je pense que c'était 5 700 que j'avais payé le placement. Je préférais maintenant les mettre en Google Ads parce que j'ai beaucoup plus d'expérience et dépenser ces 5 500 parce que je sais que je remplirai de la même façon avec le même budget. C'est juste qu'à cette époque-là, je n'avais pas les compétences nécessaires pour ramener autant de gens à ce prix-là. Et oui, c'était intéressant. Mais le problème, c'est que ça m'a dégoûté. C'est des gens qui ne se lèvent pas, c'est des gens qui arrivent en retard. S'ils ont une dispute avec leur copine, ils ne viennent pas. Ils ne postent pas aux heures demandées. Ça a été un vrai calvaire. Et moi, je pense, et c'est malheureux, hein, si je devais rebosser avec des influenceurs, je travaillerais peut-être avec un influenceur YouTube, par exemple, qui a sa chaîne, parce qu'il a déjà ce fait de tenir sa chaîne, tu vois. Donc, quelqu'un qui a cette récurrence de tenir sa chaîne, de faire des vidéos, etc., ça veut dire que le gars ne te mettra pas, il ne te plombera pas. Un influenceur, sa vie, il se recorde juste avec des petites stories, mais il n'a pas cette crédibilité, entre guillemets. Il n'a pas cette autodiscipline que de se dire « Ok, le gars, il a payé 5 000, je vais le payer à cette heure-là, etc. » C'est malheureux parce que moi, il y a des gars, j'aurais remis, franchement, j'ai juste pas refait d'achat publicitaire parce qu'ils m'ont dit ça a été trop complexe, trop compliqué, trop de tracas. Et ça m'a fait aussi arrêter avec les autres. Moi, par exemple, j'aurais voulu acheter chez Maeva, par exemple, parce qu'elle avait une grosse audience, mais je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, ouais, elle va peut-être me mettre un lapin, elle va peut-être pas venir, elle va peut-être pas se lever. Je fais non, c'est bon, non. Parce qu'un influenceur, quand il rate son placement, il ne te rembourse pas. C'est bête à dire. Moi, par exemple, je te donne l'exemple de Laurent Billionnaire. Je vais te dire pourquoi ça nous avait mis dans la merde. C'est pas méchant. C'était juste avant la Coupe d'Europe de l'année passée. Donc, juste avant. La Coupe d'Europe, de mémoire, se lançait en juin, tu vois. Et moi, faire mon placement de produit en juin, quand tout le monde regarde les matchs de foot, délicat. Les gens sont plus en phase. Ça ne sert plus à rien de lancer Success Academy pendant la Coupe d'Europe parce que les gens, ils veulent regarder du foot, ils veulent profiter entre amis, il fait bon. Donc, je dis à Laurent, voilà, on discute bien. Super sympa quand on s'était vu. Hein. Et voilà, je dis, il me donne maintenant son numéro de personnel. Il me l'envoie, pack. Je dis, voilà, tu postes bien à cette heure-là. C'était vendredi de mémoire. Il faut que tu postes à cette heure-là parce que si tu ne le fais pas, on ne peut pas reposter la semaine d'après parce que la semaine d'après, c'est la Coupe d'Europe. Donc, tu vois, en fait, c'était un placement pour faire venir des gens à un webinar. Il fait, oui, pas de souci. Il me donne son numéro personnel et j'avais le numéro de son agent. Moi, tu me connais. J'ai envoyé l'heure, des photos, tout à l'agent.
et à Laurent Billionnaire, les deux. On arrive vendredi soir, il ne poste pas. Il fait « Ah oui, désolé, j'étais occupé. Oui, tu aurais dû demander à l'agent. » Je lui envoie des captures que j'ai demandé à l'agent. « Ah oui, mais c'était pas possible. » Et en fait, on s'est retrouvé avec un emmerde incroyable qu'on ne pouvait pas lancer la semaine d'après parce que c'était la Coupe d'Europe. Et qu'entre-temps, c'était un post sur Instagram. Non, c'était un post sur Snapchat à ce moment-là. Parce qu'il faut savoir, les influx sont forts sur Snapchat, mais pas sur Instagram. Les posts, ne demande pas de faire des posts sur Insta, ils n'ont pas de reach. Ils n'ont pas de visibilité sur Snapchat. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, il n'a pas voulu rembourser. Parce que le gars, il m'a dit « Oui, vous avez passé du temps avec moi, j'ai pris le temps de faire le réel, enfin, j'ai pris le temps de filmer. » Mais en fait, le filmer, ça lui a pris 30 secondes, tu vois. C'est débile. Mais en fait, lui, dans sa tête, c'était déjà... Je devais déjà me sentir reconnaissant de l'avoir rencontré. Alors que bon, n'importe quoi, tu vois. Moi, je m'en foutais. Moi, je voulais juste faire mon placement et partir, tu vois. Alors, on a dû le menacer pour avoir notre remboursement. Et au final, on est passé sur une reconnaissance de dette. Bon. Pour qu'il fasse un autre placement après la Coupe d'Europe. Parce que moi, je ne voulais pas faire mon placement en Coupe d'Europe. Qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est fait bannir de Snapchat. Donc, nous, on arrive fin octobre, fin novembre. Le mec est banni de Snapchat. Donc, on s'est retrouvé à faire un placement sur Instagram. Et encore, je suis content parce qu'il s'est fait bannir d'Instagram entre-temps. Donc, on a su faire notre placement. Et en fait, on n'a pas été rentable parce qu'il se faisait déjà griller par son audience, etc. Et au final, je ne peux pas faire confiance à ces gens-là parce qu'il n'a pas posté au bon moment. On a dû pseudo le menacer pour qu'il pas nous rembourse, mais fasse une reconnaissance de dette. Et le gars était même fâché. Hein. Ouais, Gabriel, t'es pas sérieux, papa. Si tu voyais les audios qu'il m'a envoyés, c'était carabiné. Hein. Alors que le gars, en fait, si on résume l'histoire, il n'avait pas fait son placement. Tu vois, donc il était venu, c'est vendredi soir, le mec n'a pas fait son placement, tu vois. Et moi, je ne pourrais pas rebosser avec ça parce que quand j'ai mis plus de 5 000 € chez lui. Donc au final, le gars, il ne veut pas te rembourser les 5 000, il n'a pas fait le placement, puis il se fait bannir de Snapchat. C'est trop d'argent mis pour un gars, en fait, qui peut pas rely on him, tu vois, tu peux pas compter dessus. Alors que quand je mets 5 000 € en publicité sur Google, si je vois après un jour que ça ne me ramène rien, ben, je peux mettre 15-20 € et je coupe directement la pub, tu comprends? Et c'est pour ça que je ne referai pas. Okay. C'est juste pour ça. Merci pour ce partage. Pas de souci. Également, un autre sujet, c'est que c'est la période NFT. Ouais. Alors, la période NFT, elle est fascinante parce que elle a fait FOMO, donc Fear of Missing Out, le fait d'avoir peur de passer à côté de quelque chose. Tout le monde, ça va de celui qui démarre dans l'entrepreneuriat, celui qui a une réussite modérée, celui qui a une réussite exceptionnelle, celui qui a déjà généré plusieurs dizaines, voire plus de 100 millions, voire plusieurs centaines de millions. Ouais. La preuve en est, vous aussi, vous avez voulu justement lancer un projet NFT. Ouais. Vous avez déployé énormément de ressources, énormément d'énergie, du design, etc. dans l'univers un peu Pokémon, etc. Ouais. Développer un jeu en amont même du mint, donc du lancement. Ouais. Et finalement, bon, ça s'est mal passé parce que, le mint s'est pas forcément super bien passé. 2, parce qu'on n'était pas dans la même période de temps et c'était bien après la hype des NFT. La question, c'est pas de en savoir plus sur votre projet ou pas et autres, parce que vous avez super bien géré la façon dont vous l'avez géré avant, pendant et après. Ouais. C'est plus, qu'est-ce qui fait, dans quelle démarche, dans quelle optique vous avez lancé un projet NFT, premier point, sachant que c'était bien après la hype encore une fois, et aussi pourquoi même vous qui avez déjà tout ce que vous avez construit, vous avez été pris dans cette phase de FOMO et de hype plus que même les autres. Ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue. Ouais, mais en fait, c'est parce que tous les gens qui faisaient de l'e-commerce sont partis dans ça. Donc, on s'était dit, on va regarder. C'est un peu la même chose que ClickFunnels. Quand on a vu des gens qui avaient fait des millions NFT, on va dire, pourquoi pas tenter. Ouais. Notre problème, c'est que la façon d'advertiser une NFT est totalement différente que d'advertiser une boutique. Tu vois, quand je t'avais dit que déjà en Success Academy, j'avais dû apprendre, il y a quelque chose que je connais et que c'est moi. Par exemple, en dropshipping, personne ne faisait du Google Ads avant que j'en fasse. Tout le monde me disait, mais t'es un dingue, tout le monde fait du Facebook Ads. J'aurais dû, si c'était à refaire, partir sur mes forces. Mes forces, c'est quoi? C'est que moi, j'ai rencontré des gens qui ont fait des sold out en NFT après moi, et ils les vendaient à la pièce comme un e-com. Nous, on a juste suivi des gens qui avaient fait des sold out en NFT d'une autre façon dans laquelle j'avais jamais travaillé. Avec des momentum de hype. Voilà. Et il faut savoir aussi que la NFT, on l'a pas plantée parce que on n'a pas ramené de monde, c'est qu'on a ramené trop de monde parce que nous, on était le seul projet NFT whitelisté par Google Ads.
Ça veut dire que nous, on savait faire de la pub en NFT, et ça, les gens peuvent vous dire, c'est une dingue. J'étais agréé Google pour faire de la pub en NFT sur le réseau Google Ads. Donc, on a ramené une quantité de connectés qui était phénoménale. Les serveurs n'ont pas tenu. Là aussi, c'est une bête question, mais comme je ne suis pas administrateur serveur, on n'a pas tenu. Et ça a tout craché. Et quand tu craches, nous, on n'a pas su rattraper la confiance parce que les gens se sont dit, leur serveur a craché alors qu'ils ont fait un jeu en ligne. C'est pas bon. C'est très mauvais. Si j'avais vendu que de l'art, à la limite, j'aurais peut-être pu récupérer. Mais là, ce n'était pas possible. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé toute la stratégie. Et on s'est dit, maintenant, on les vend à la pièce en mettant de store. On avait lancé, le groupe Telegram regrossissait très vite, c'était génial, j'étais très confiant. On s'est fait hacker le ownership. Donc ça veut dire que notre ledger s'est fait hacker. On n'était plus propriétaire de notre NFT. Quand tu n'es plus propriétaire, c'est fini, le projet est terminé. Donc là, on a remboursé tout le monde. Donc la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'on a appris beaucoup, que si je devais un jour relancer une NFT, et j'en relancerai une, parce que le projet pour moi était bien et qu'on est toujours whitelisté Google, donc ça nous permettrait de vérifier nos coûts, c'est que je le relancerai à la Method Store, comme je suis en train de relancer Success Academy à la Method Store. Si je vois que Success Academy passe en Method Store, je relancerai une NFT en mode store. Ouais. Donc voilà, donc en fait j'ai appris. Et si maintenant j'ai un gars qui lance un projet mais qui fait du marketing d'une autre façon de la mienne, je me risquerai pas à la faire parce que en fait cette personne-là est capable de le faire parce qu'elle connaît et moi je ne connais pas. Par exemple, c'est une bête question, mais tout le monde faisait des Discord et moi j'avais déjà entre guillemets pas une argue, une discussion avec Maxime où je lui disais, écoute, tu sais, Discord tu touches que 5% de ton audience en fait. Et je sais plus, on avait un Discord de je sais plus combien de personnes dedans, 100 robots, je sais pas, 180 000, je sais plus, beaucoup, c'était un truc de dingue. On n'avait pas un seul robot dedans. Mais en fait, le problème, c'est que comme on touchait que 5% de l'audience, j'avais dit à Maxime, au final, si tu fais 180 000 fois 0,05. Et à ce moment-là, je n'étais pas fort en emailing. L'emailing est venu après. J'ai appris. Et je dis, mais maintenant, si tu avais pris les 180 000, que si l'emailing, on est aussi bon maintenant et que tu leur avais acheté un email, tu aurais sold out. Je dis, tu aurais sold out en 10 minutes. C'est tout. Donc, tu vois, c'est de l'expérience. Je n'étais pas bon en emailing à ce moment-là. J'ai Discord, pour moi, je touchais que 5%. Et tu vois, c'est apprendre, toujours apprendre. Maintenant que je suis bon en emailing, que si je la fais en Method Store, est-ce que je vais pouvoir les vendre? Je pense. Mais on verra. Si Success passe, je relance NFT. Si Success passe pas, je relance pas. Ça veut dire que la méthode n'est pas bonne. Je vois. Ouais. Et justement, qu'est-ce qui te stimule dans tout ça? C'est quoi? C'est le score? C'est le challenge intellectuel? Pourquoi tu fais tout ça finalement? Parce que je sais que voilà, tu es quelqu'un, tu es posé, tu es marié, tu as un enfant, tu as plus d'argent qu'il n'en faut pour vivre jusqu'à la fin de tes jours, plus de maisons que tu n'as de doigts, comme je reprends le terme que tu disais tout à l'heure. Voilà, d'un point de vue matériel, tu as tout ce que tu veux. Au niveau de ta famille, tu m'as l'air comblé également, tout va bien. Tu as des gens autour de toi. Pourquoi tu fais tout ça? Moi, l'objectif, c'est d'être numéro 1. Donc, peu importe ce que je lance, j'ai toujours eu cette adrénaline d'être numéro 1. Donc, quand j'ai commencé avec les Pokémon, je me suis dit, c'est pas une histoire d'argent. Tu veux juste être numéro 1. Je joue toujours au basket, 4-5 fois semaine. J'ai 37 ans. Je t'ai opéré des ligaments croisés. Ce que j'adore au basket, c'est tu joues pour gagner. Championnat, tu veux te qualifier au playoff, etc. Ton coach, si tu joues pas bien, tu es benché, donc tu es sur le banc, tu joues pas. Et même, je veux toujours être numéro 1. Je veux être numéro 1 à mon poste au basket. Je voulais être numéro 1 dans les Pokémon. En MediaClick, on est quand même passé numéro 3 au niveau des régies de France. Donc après Google et Microsoft, donc c'était un sacré score. Store, on a explosé le game en France. Donc moi, j'étais arrivé dans Success Academy. Maxime, c'était pour l'argent. Moi, c'était pour le numéro 1. En fait, je m'en foutais à partir du moment où je disais, voilà, il fait combien lui? Il fait plusieurs millions, je veux le dépasser, c'est tout. Et en NFT, ce qui m'a vraiment motivé, c'était pas vraiment le sold out en lui-même, c'était d'avoir un projet qui tienne dans le temps. Donc, en fait, tous les projets NFT, ils sold out et après ils se crashaient. Et j'avais dit à Max, je veux bien faire de la NFT avec toi, mais moi j'aimerais un projet qui monte dans le temps. Donc j'étais déjà dans la next step. Alors que c'était un peu con parce qu'au final on l'a pas sold out avec tous les problèmes. Mais j'avais vraiment cette ambition de te dire, ok, le mec qui a créé Bitcoin, il a fait un truc incroyable. Je dis, qu'est-ce qui ferait qu'avec notre NFT, notre jeu, on ne pourrait pas avoir un truc qui tienne dans le temps? Et en fait, c'est ça qui m'a motivé pour la NFT. Donc c'est toujours d'arriver et de te dire, je veux être numéro 1, mais d'une autre façon. Les stores, on est devenu numéro 1 d'une autre façon. Les Pokémon, n'en parlons pas. Qu'est-ce qui a fait que mon site Pokémon est devenu numéro 1? C'est pas que les news, on a créé un jeu en ligne sur les Pokémon.
Donc à ce moment-là, c'était incroyable. Ouais. On avait notre propre jeu, on était les premiers à avoir ça en France. Et tu vois, c'est toujours cette optique de dire, lui, il est numéro 1, comment je me différencie, comment je le dépasse. Ouais. Ouais. Et comment on distingue justement ce mindset de challenger, de champion de volonté d'être numéro 1 à peut-être de l'ego, ou de la vanité, ou de la vantardise? Parce que tu vois, dire je veux être le numéro 1 ou je suis le numéro 1, dans notre société, à tort ou à raison, j'estime plus à tort malheureusement, c'est mal perçu. Tu vois, quand tu as quelqu'un qui veut se challenger et qui ose énoncer aussi ses rêves, ses objectifs, ses challenges et autres, ça peut être mal perçu. Comment on distingue ça? Alors, c'est mal perçu, oui, ça dépend à qui tu traînes. Moi, personnellement, à Dubaï, je traîne avec beaucoup d'entrepreneurs. On se motive tous, tu vois. Ouais. Moi, énormément. On me donne des idées. En Estonie, j'avais bien aimé. D'ailleurs, on avait beaucoup discuté, j'avais bien aimé. Donc, ça dépend de ta mentalité. C'est ça. Maintenant, si tu traînes avec des gens qui veulent te tirer vers le bas, oui, tu vas aller vers le bas. Mais moi, j'ai toujours eu cet avantage d'avoir un gros caractère, dans le sens, au final, même si tu m'aimes pas, ma Lambo, elle est quand même dans mon garage. Donc, je m'en fous, tu vois. Ça me change rien. C'est malheureux à dire, mais ça me change rien du tout. Donc, moi, à partir du moment où je suis en phase avec moi-même, j'estime que je ne dois pas être honteux de ma réussite parce que j'ai travaillé beaucoup plus que les gens. Quand on me dit, oui, mais Gabriel, quand j'avais 13 ans, mec, je faisais des news Pokémon, tu vois. Et alors, l'autre chose aussi, c'est que beaucoup de gens oublient, c'est que je continue à travailler comme un fou. Alors que tu as des gens, oui, Gabriel, il fait ses millions, quel vantard. Ouais, tu peux bosser, je m'en fous. À partir du moment où toi, tu te dis, moi, je veux mon week-end, où je veux pas taffer, où je veux pas gérer les problèmes, et que tu es content avec 3 000 € par mois, j'ai aucun problème avec ça. Je le respecte à 100%. Comme j'espère cette personne-là me respecter, de dire, oui, Gabriel n'arrête pas de travailler. Pour lui, c'est peut-être pas une vie, mais moi, j'adore ça. Eh ben, tu dois respecter que je fasse des millions. Et si tu n'es pas content avec ça, ça me change rien. Tu dis un truc qui est très vrai, c'est qu'en général, on est critiqué par des gens qui sont en dessous de nous et rarement par des gens qui sont en dessus de nous Ouais. ou au même niveau ou avec le même mindset. Ouais. Et ça, c'est très important. Et je dis pas ça pour toi et moi dans le cadre de nos discussions, je dis ça pour celles et ceux qui nous écoutent. C'est regarder, ouvrez les yeux, concentrez-vous, prenez de la hauteur. Toutes les personnes qui vous critiquent, qui vous jugent, qui portent un avis positif, négatif en général sur vous, en général, c'est que soit ils ont des ambitions plus petites que vous, soit ils ont essayé là où vous essayez et échoué, soit ils n'ont pas osé essayer ce que vous faites, soit ils sont en dessous de vous en termes de résultats, en termes de bonheur, en termes de ci et de ça. Et ça, c'est la réalité. Et quand tu prends conscience de ça, tout de suite, leur avis, leur jugement, leurs propos a beaucoup moins de poids, voire plus aucun. Clair. Et ça, c'est extrêmement important. Un autre point, c'est Dubaï. Vous êtes ici à Dubaï depuis nombreuses années, là, ça fait depuis 2015. 2015. Tu fais partie des premiers qui sont arrivés à Dubaï. Tammy, je crois que c'était 2014-2015 aussi, Tammy Cabage. Il en parlait récemment encore. Pour ça que je pense à lui, parce qu'on va dans quelques jours enregistrer aussi un épisode ici. Et ouais, c'est comment tu as vu l'évolution de Dubaï, premier point. Et deuxième point, qu'est-ce que tu penses de la vie à Dubaï? Toi qui étais en Europe, tu étais en Belgique. Ouais. Bah, moi, déjà, la vie à Dubaï, je l'adore. Rien que parce que ça te stimule tout le temps. Tu t'embêtes jamais à Dubaï. C'est bête à dire, mais tu t'embêtes jamais. Tu as toujours quelque chose à faire. C'est une ville qui évolue énormément. Donc moi, par exemple, Blue Water n'existait pas moi, quand j'ai emménagé ici. C'est l'île avec la grande roue à Dubaï, ça n'existait pas. La plupart des régions n'existaient pas non plus quand je suis arrivé. Donc c'est une ville qui évolue énormément. Ce que j'aime bien aussi, c'est moins le cas maintenant. C'est très cosmopolite. Donc je rencontrais des nationalités, des cultures qui vivaient pas comme toi, mais qui vivaient d'une autre façon, qui marchaient aussi. Donc ça m'a permis d'être beaucoup plus ouvert d'esprit, Dubaï. Et alors, ce que j'adore maintenant à Dubaï, beaucoup plus qu'avant quand j'ai emménagé, la quantité de francophones qui est ici, elle est incroyable. Donc ça veut dire que j'ai eu le mal du pays à un moment donné à Dubaï parce que je me sentais pas avec ma culture. J'estime qu'un Belge et un Français, c'est la même culture, hein, donc pour mettre les choses claires. Mais maintenant, tu traînes tellement avec des francophones autour de toi qui ont la même culture. Si je résume ma vie, c'est je traîne avec des francophones qui sont entrepreneurs, donc ils ont le même mindset que moi, ils parlent la même langue que moi, et on a tous pris la décision de déménager à Dubaï. Donc on a tous cette volonté d'être proactif. Donc fatalement, moi j'aime beaucoup. Chose que je retrouve moins de temps en temps en Belgique, où j'ai l'impression de parfois d'être en décalage. Pas parce que je n'aime pas les gens, loin de là. Mais par exemple, à Dubaï, si je veux voir demain, je peux appeler un pote, viens, on va manger, on va boire un verre, ça va être assez simple. En Belgique,
il faut que je les prévienne un mois à l'avance parce que oui, tu sais, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc il y a ce côté qui est beaucoup moins proactif en Belgique de manière générale, qu'il est plus à Dubaï, mais en fait c'est parce que tout le monde a déménagé à Dubaï. Tous les gens qui ont déménagé entre guillemets ont déjà cette force de caractère de dire je quitte mon pays. Et ça, on le sous-estime énormément, mais quand tu as déjà dans ta tête de dire je quitte mon pays, mais c'est que tu es déjà proactif, tu es déjà prêt à quitter ta routine, quitter ta culture et quitter vraiment tous tes acquis, quoi. Ouais. Donc, voilà. Tu l'as rapidement évoqué, mais quand tu rentres en Belgique, parce que j'imagine que tu as une maison en Belgique aussi, tu rentres peut-être 2-3 mois dans l'année, peut-être un mois dans l'année. Ouais, ok. Tu as de la famille là-bas encore? Ouais. Beaucoup d'amis encore. La famille, j'adore ma famille, honnêtement, c'est ce qui me fait revenir. Sinon, j'ai beaucoup de bons amis encore. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Maintenant, oui, le problème, c'est qu'en Belgique, tu fais vite le tour. Enfin, c'est une bêtise, hein, mais pourtant, moi, je travaille tard, c'est bien, moi, j'aime bien ça. Ben, à Dubaï, si je veux faire mes courses à minuit, je peux encore le faire, tu vois. En Belgique, à 20h, 18h30, c'est fini, quoi. Donc, je me retrouve parfois piégé. Il faut le temps que je me remette dans le bain, entre guillemets, de se dire, ah oui, je dois vite aller faire mes courses avant 18h30, quoi. C'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et alors aussi en Belgique, mais ça, c'est personnel, hein. Par exemple, ma maman, elle adore la pluie. Donc ça, il n'y a pas de souci avec ça. Moi, j'aime bien quand il fait beau toute l'année. Et aussi parce que comme j'étais opéré des ligaments croisés, j'ai de l'arthrose au genou, que je n'ai pas ici en fait, parce qu'il fait chaud et sec toute l'année. Donc moi, au niveau de ma vie, au niveau de mon confort personnel, je préfère Dubaï. Maintenant, voir la famille, voir les amis, retourner chez toi, parce que comme tu dis, j'ai une maison, c'est gai, quoi. C'est gai. Et puis pour mon fils, il est belge quand même, mon fils, donc il doit comprendre c'est quoi Saint-Nicolas, ou tu vois, des trucs comme ça. Il doit comprendre la culture belge, c'est important pour moi. Je vois, ouais. J'ai 2 dernières questions pour toi. Oui. Merci d'ailleurs pour toute cette valeur, tous les échanges, c'était vraiment exceptionnel. D'ailleurs, si vous avez apprécié autant écouter ou voir cet épisode que je n'en ai eu à l'animer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le like, le partage, le commentaire, les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de streaming préférée. Première question, c'est, voilà, j'ai eu un petit peu la réponse, mais plus en profondeur, plus en détail, c'est, tu avais une certaine tranquillité, tu faisais ton argent tranquille, et d'un coup, tu es devenu visible. Très visible, parce que vous avez fait beaucoup de pubs, ça a fait le buzz, vous êtes arrivé avec des choses que personne ne montrait, etc. Tu as certes le côté où tu as les gens qui adorent, qui adulent, mais tu as aussi ceux qui aiment moins, notamment les haters. Comment tu as géré justement les commentaires négatifs, les haters, ceux qui vont critiquer tout le temps? Est-ce que tu étais complètement imperméable à ça dès le départ, ou est-ce que ça t'a atteint personnellement, toi ou Maxime? Maxime, lui, ça ne l'atteint pas personnellement, mais il aime bien montrer que c'est vrai. Donc moi, j'ai par exemple cet avis, on est très différents là-dessus. Par exemple, moi, si tu me dis Gabriel, c'est pas vrai, t'as un mytho, t'as Lambo, elle est louée, je m'en fous. Ça m'atteint pas, je m'en fous complètement. Maxime, par exemple, c'est différent. Lui, il aime bien montrer aux gens qu'il est legit. C'est pas un imposteur. D'ailleurs, tu le vois que le gars, s'il va vouloir te le prouver, va te le prouver. Mais Maxime non plus n'aime pas être mis en avant. Donc c'était ça qui était bizarre, parce que j'ai toujours dit tu voulais faire une formation, mais tu voulais pas être mis en avant. Alors que moi, je voulais pas faire de formation, et moi, je m'en fous d'être en avant. C'est pour ça d'ailleurs qu'on revoit le concept. Donc moi, ça m'a pas impacté, parce que je te dis, j'ai travaillé. Moi, j'ai commencé à 13 ans. La pression, je l'ai au niveau du business de manière quotidienne. L'argent que j'ai généré, je le mérite. Et je le mériterai toujours parce que je vole pas les gens. Donc à partir de ce moment-là, quand tu voles pas les gens, donc moi, j'ai pas peur de ça. Maintenant, Maxime, oui, lui, il a voulu toujours cette clarté est importante pour lui. Donc, ouais. Tu dis des problèmes j'en gère au quotidien. On en parlait avant en off, rapidement, petite parenthèse. Être entrepreneur, c'est gérer des problèmes tout le temps. Ouais. Et plus tu auras de projets, plus ça arrivera. Et puis tu dois être prêt. Donc moi, si je dois travailler de nuit, je le fais. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est aucun problème avec ça. Moi, par exemple, quand je pars en vacances, c'est bête à dire, j'ai mon PC, mais j'ai aussi 2 écrans portables. Ainsi, j'ai toujours un setup avec 3 écrans tout le temps. Donc ça, les gens n'y pensent pas. Mais oui, être entrepreneur, c'est vivre avec son métier. Et c'est grâce à ça aussi que tu fais de l'argent. Maintenant, je ne connais pas un gars qui fait des millions par mois qui se dit ouais, mon mindset, il est tranquille, j'ai jamais de problème, quoi. C'est très, très rare. Très rare, ouais. Ouais, clairement. De toute façon, tu as des problèmes à la hauteur de tes ambitions. Hein. Ouais. Il n'y a pas photo. Ouais. C'est clair. C'est clair. Photo. Dernière question pour toi. Ouais. J'aimerais que tu puisses nous partager quelque chose qui, pour toi, à la limite, crée une transformation identitaire chez toi, un vrai déclic.
au plus profond de ton être, que ça peut être perso, pro, une anecdote, une situation, une citation, peu importe, ta carte blanche pour ce mot de la fin. C'est quelque chose que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode. Deux choses. Comme je savais que j'étais numéro 1, parce que Google me l'avait dit à de nombreuses reprises, et que je travaille plus que les gens, je pensais que je n'avais pas besoin des gens. Alors que je m'exprime. J'avais jamais fait, tu m'as dit que j'étais toujours resté dans l'ombre pendant 10 ans. C'est vrai. Parce que ça ne m'intéressait pas de rencontrer des entrepreneurs. Ça ne m'intéressait pas de rencontrer des formateurs parce que dans ma tête, c'était entre guillemets tous des charlatans. C'est méchant ce que je vais te dire, mais pour moi, dans ma tête, ils n'avaient rien à m'amener. Le fait de les avoir rencontrés, d'avoir échangé, m'a appris qu'il y avait d'autres façons de faire du business dans le même secteur que moi, d'une autre façon de voir les choses qui pouvaient marcher. Donc, je reprends. La personne, par exemple, quand je te dis que je faisais 5% en emailing, qu'elle, elle faisait 20%, et que moi, maintenant, je fais 25%, c'est parce qu'elle m'a parlé, qu'elle m'a dit, écoute, Gabriel, tu devrais peut-être faire ça, ça, ça. En parlant dans les grandes lignes, ça m'a appris de dire, ouais, si lui le fait, je peux le faire. Si j'étais resté tout seul, j'aurais pas pu. Donc, si tu restes dans une bulle, oui, ça peut marcher parce que j'ai toujours fonctionné, mais le fait de m'ouvrir aux autres et de discuter m'a permis d'avoir de l'information que j'aurais peut-être pas pensé de moi-même à le faire. Donc ça, c'est très important. Donc depuis ce temps-là, j'ai fait l'Estonie, j'ai fait Malte, j'ai fait ClickFunnels Awards parce que je voulais pas les faire à la base, etc. Donc ça m'a permis d'avoir une grosse ouverture d'esprit. Et la deuxième chose, c'est aussi parler d'acheter des formations. Alors là, si tu m'avais parlé d'acheter une formation à 5 ans, je t'aurais dit, bah, arrête. Maintenant, je les achète. Alors, je les achète aux États-Unis, quoique j'en ai acheté 2-3 en France aussi. T'apprends. Je ne vais pas te mentir, tu apprends. J'ai acheté des formations chez des gars de Malte qui gagnent beaucoup moins que moi. J'ai appris 2-3 trucs que j'ai appliqués dans mes business qui ont marché. Donc, acheter de la formation, regardez quand même avant. Si c'est un charlatan, ne le faites pas. Mais tu as des formations qui sont tout à fait valables en France. Ça peut changer parce que ces gens-là te partagent l'expérience qu'eux ont fait sur des choses qui ont marché. Et donc, moi, j'en suis à un point où mon temps vaut de l'argent. Et si mon temps vaut de l'argent, parfois ça vaut la peine le fait d'acheter une formation, d'appliquer ce que le gars a fait. Tu balances dans ton business, tu regardes. Si ça marche, bah, tu gagnes beaucoup d'argent. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. De toute façon, une formation, ça fait partie pour moi de la recherche et développement. Et ça me permet de le faire. Donc si ça a à refaire, acheter des formations. Pas la mienne, je m'en fous. N'importe laquelle, même une formation à 100 balles, etc. Regardez juste si la personne est legit et allez à des congrès d'entrepreneurs. Faites-le. Parce que moi, ça a changé ma vie. Merci Gabriel. Pas de souci.